Bonsoir à tous, bienvenue à l'épisode 166 de Show de cartes, votre podcast. Écoute, j'arrive d'une semaine de vacances, mais je pense que Yanakis est plus en forme que moi. Je suis avec mes trois acolytes habituels, Guillaume, Paul et Yanakis. Je suis content d'être de retour, avoir manqué une semaine de vacances qui fait du bien. Mais je suis content de vous retrouver. On n'est pas les quatre aussi, fait que c'est cool. Je suis content de vous retrouver ce soir, messieurs. Puis c'est un épisode léger, un épisode été. On va discuter de deux grosses nouvelles dans le hobby. Mais tout d'abord, comment allez-vous, messieurs? Avez-vous passé une belle semaine, belle fin de semaine? Oui, dangereusement bien. Dangereusement bien. J'ai l'impression ce soir, messieurs, qu'à nous quatre, on a à peu près 16 de QI, mais c'est correct. Là. T'es généreux. T'es généreux. 16 pesos de QI. C'est le soleil qui fait ça. Ça s'évapore. Tu sais. Comme ton chandail, hein, mon polo. Hein? Ouais. Non, moi, ça va bien. Je reviens moi aussi de vacances. J'ai sauvé la pluie qu'il y avait ici en Gaspésie. Mais j'ai pas manqué l'excellent Grand Prix Grande-Bretagne la fin de semaine passée. Mm-hmm. Puis j'essaie de m'arroser du mieux que je peux avec la chaleur qu'il fait présentement. On voit ça à l'écran. Oui, quand même. C'est bien. Parlant du Grand Prix, on a vu la fameuse phrase de Lance Stroll qui dit « Je n'ai jamais conduit une piece-up comme ça. » Parlant de la voiture de son père. Mais avant de demander à Guillaume comment il va, honnêtement, c'était un excellent Grand Prix, un Grand Prix que j'ai aimé le mieux depuis de nombreuses années, avec la pluie, avec justement tout ce qui s'est passé. Il a failli finir la course Verstappen. Chiale après l'écurie. Verstappen a chialé? Il a quand même fini, je pense, 6e, je pense. Puis, il partait pas premier, Verstappen. Puis Lando qui finit premier avec une erreur de Piastri. Lando chez eux. Guillaume, toi, sur ces belles paroles. Moi, ça va bien. Je sais pas. Moi, quand je vois le collier à Yanakis, je me sens festif. Ouais, shout-out à ta fille. Il y a belle raison, mais... Il y a beaucoup de orange. C'est-tu mangeable, ça? C'est-tu mangeable? C'est-tu des nerds ou puis des... Elle t'appelle-tu Gritty, elle aussi? C'est pour ça qu'elle a mis du orange? Ou... non, mais c'est ma couleur préférée. Non, si j'avais eu un petit peu plus de temps, c'est sûr que... Puis j'ai pensé, Guillaume, je n'étais pas fier de moi. On s'était dit que la semaine passée, c'était comme spécial chemise hawaïenne et tout et tout. Finalement, écoute, je n'étais tellement pas dedans la semaine passée que... Mais inquiétez-vous pas, messieurs, le retour des chemises bizarres, ce n'est qu'une question de temps avant le retour des chemises. Je vous le promets. Je vous le promets. J'ai hâte de voir ça. Guillaume nous a quittés. Il a dû avoir un petit problème d'Internet. Il va nous revenir. Oh, il a failli revenir. Non, même pas. Il n'est pas capable de se connecter. Il se connecte. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ça m'a fait quitter. Mais c'est tellement le collier à Yanakis. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, sauf qu'il y a une affaire que tu as dit, c'est qu'on a dit la semaine passée les chemises. Ah, he's gone again. Tu sais, tu parlais de quotient intellectuel. D'après moi, son laptop, il est à moins 16, lui. Moins 16! On est pas au golf ici, là. On a un épisode léger ce soir, messieurs. Un épisode où on va parler de deux grosses nouvelles parce qu'on va débattre là-dessus. La première nouvelle qu'on va débattre, c'est... Gemrate a sorti les statistiques de la Gemrate sur le nombre de PSA 10 ou PSA 10 ou BGS 10, peu importe, là, qui ont été sortis depuis le début de 2025. Ensuite, on va parler de l'épisode de eBay qui extensionne les bids. Donc, ils vont éviter les snipers dans les 10 dernières secondes. Ça, j'ai hâte de parler de ça parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont très contents, mais il y en a d'autres qui ne le seront pas. Puis, on a un top 5 des innovations qui est arrivé dans le monde du hobby où est-ce que Yanakis va parler de son top 5. On va discuter de ça, puis on va en ajouter nous autres aussi. Donc, pendant que Guillaume essaie de régler son ordinateur, les joies du live à distance. Première nouvelle, messieurs. Collect a sorti aujourd'hui que depuis le début de l'année 2025, il y a déjà 12,4 millions de cartes qui ont été gradées, toutes les compagnies confondues. Là. On parle de CGC, SGC, Beckett, PSA,
Je ne sais pas si les compagnies britanniques comme Ace ou des affaires comme ça sont là-dedans aussi. Mais grosso modo, il y a 12,4 millions de cartes qui ont été gradées. Les gars, pour le fun, là, combien vous pensez que c'est le gem rate sur les 12,4 millions de cartes? Entre 40 et 50. Demande-moi pas la question, j'ai Ouais. le lien. Je suis juste en train de me dire, imagines-tu la quantité de slabs que ça fait, ça? Ça fait du beau plastique. Effectivement. Ça fait de la bouteille vide, s'il vous plaît. 43% des cartes gradées depuis le début de l'année 2025 sont Gem Mint. Le Gem Rate est à 43%. PSA maintient sa part de marché à 72%. On le voit à l'écran. Puis PSA, sur les 8,9 millions de cartes gradées, eux, dans le span de 6 mois, eux autres aussi sont à la moyenne à 43% de gem rate. C'est quand même assez hallucinant. Puis, je vais aller encore plus loin. Sur les 12,9 millions de cartes qui ont été gradées, 7,2 millions sont des cartes gradées de TCG, donc Pokémon, Magic. Et lui, le gem rate de ça est à 53%. Plus que 50% des cartes envoyées sortent PSA 10. Est-ce qu'on s'en va vers une manipulation de marché? À un moment donné, PSA va dire c'est assez. Ou les cartes sont tellement bien coupées que. Ouais, mais attends un peu, là. Tu sais, dans l'antichambre, King Kong, tu me disais, tu sais, j'attends ton rent. De ces 12,4 millions de cartes-là, quel pourcentage de ces cartes-là sont des cartes produites entre 2020 et aujourd'hui? Probablement un 5e de tout, on s'entend, là? Probablement énormément. Ça, je peux pas te dire, j'ai pas la. En fait, c'est quasiment impossible à avoir. Là. Mais tu sais, on s'entend, là. C'est probablement que le vintage est à 20% de tout ça. Tu sais, les gens regardent ce qu'ils envoient grader. Ça coûte de plus en plus cher à envoyer grader, fait que les gens double regardent ce qu'ils envoient. Puis on s'entend, c'est du stock moderne. Fait que ça sort du paquet, ça va dans le sleeve, ça va dans le top load, puis ça s'en va chez PSA tout de suite après. Est-ce que moi, je suis surpris? Non. Je suis pas surpris. C'est. Non. Mais là. Moi, je suis surpris un petit peu. Parce qu'on voit tellement le rant. Puis même dans le TCG, de dire tu achètes une carte à 150$, check comment que les cartes sont maganées. Ou tu achètes un paquet de Pokémon, check comment que les cartes sont pas centrées. Puis quand tu regardes que le gem rate est à 43%, ça veut dire que finalement, les compagnies d'impression font un travail qui est quand même plus que respectable. Pas si pire. Oui. Mais en même temps, on voit la hausse du TCG/Pokémon. Oui, ça vient jouer un on petit voit peu la sur le baisse pourcentage. dans le sport. On voit la baisse dans le sports. Aujourd'hui, si tu regardes certains, ben pas du vintage, mais si tu regardes du moderne, tranquillement pas vite, le PSA 9 commence à ressembler à du Raw, même voire c'est une belle carte, c'est une 9. Puis du 8, c'est du Raw. Mais là, ça se transfère dans le TCG à du 43%. 50% dans le TCG, 53%. 50%. Donc, tu vois, tu sais, ils sont en train d'essayer de contrôler la part du marché vu que c'est accessible, puis vu que c'est la popularité, puis qu'ils veulent créer une rareté dans le sport. Ben, moi, je pense que c'est une bonne affaire. Parce que dans le sport, on a les statistiques aussi. Il y a eu 5,1 millions de cartes qui ont été gradées depuis janvier 2025. Et eux autres, dans le sport, le gem rate est à 34%. Donc, une carte sur 3 là, et PSA 10. Fait que c'est bon pour le sport. Mais tu vois que là, c'est là que je trouve ça plate, PSA. On voit que c'est une manipulation de marché, de grading. Alors qu'avant, quand c'était rare, il n'y en avait pas beaucoup. Attends, je m'explique. Parce que je te vois, Yannickis, avec ta. Ben. Non, mais dans le sens, c'est que enfin, le sport a moins de grading d'envoyer par mois.
Right? On le voit depuis quoi, novembre 2024, c'est beaucoup plus rare le sport versus TCG qui est en hausse. Tranquillement, c'est plus rare d'avoir une 10 sur du sport, mais beaucoup plus facile sur une TCG / Pokémon. Ouais, Donc, tu vois qu'il y a un transfert de... Ou c'est parce qu'il y en a beaucoup trop, puis c'est les gradeurs qui n'ont pas assez de... Mais Ils ont pas assez... Eux autres, j'aimerais que les stats soient poussés un peu plus dans le sens que on parle de 8,9 millions de TCG, là, mais j'aimerais voir le nombre de cartes japonaises qui a été gradées parce qu'on sait que la qualité est pratiquement parfaite. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça peut venir jouer sur le 53%. Puis que les cartes anglophones, peut-être qu'ils sont à 22% de gem rate au lieu de 65% dans le Japanese. Parce que quand tu regardes le 30, pour le TCG, ça on en reparlera dans l'épisode spécial TCG, mais ça va faire en sorte que les PSA 10, à un moment donné, les prix, ils ne pourront plus se tenir. Là. Je veux dire, ça augmente à vue d'œil la population. Ouais. Mais, on s'entend dans le sport, là. Qu'est-ce qui est populaire? Le Prism, le Chrome. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus fragile dans les cartes de sport? Prism, le Chrome. Après ça, les cartes épaisses. Ben, c'est ça. Fait que, les trois types de cartes les plus fragiles, c'est les trois plus populaires. Fait que c'est pas anormal qu'il y ait moins de 10 dans le sport. Mm-hmm. Non, je suis d'accord là-dessus. On s'entend, une Bowman Chrome, là, pour qu'elle revienne PSA 10. C'était pas le cas récemment. Le gem rate est tout le temps bon. Ouais, récemment. C'est revenu à normal, c'est ça l'affaire. Mais continue ton point. Mais récemment, quand est-ce que PSA a fait peur à tout le monde avec le Kurtz Card Care? J'ai un an, jour pour jour. Et voilà. Ça a joué probablement un peu avec ça aussi. Voyons donc. Regarde, c'est pas sûr, c'est bien sûr, là. Fait que... non, mais en même temps, tu dis ça, mais ça vient avec le fait que le gem rate de carte de sport est plus difficile. Puis tu le vois sur... Ouais. C'est comme resserrer l'étau, parce que là, on va faire des menaces parce que tout le monde nettoie le carte de sport. Mm-hmm. Puis là, il y a moins de cartes qui reviennent gem, mais là, ça fait c'est bon pour les ventes puis le price point, parce qu'on le voit présentement, les cartes de sport modernes sont en train de revenir. Tu sais, on disait à un moment donné, pourquoi qu'une carte PSA 10 vaut le prix un petit peu plus qu'une RAW, puis une 9 vaut moins qu'une RAW? Mais là, c'est en train de revenir à une 10, c'est premium. Une 9, c'est bon. Oui. Une 8, t'es content. Ouais. Enfin. Oh oui. C'est ça. Fait que des fois, pour serrer l'étau, mais là, c'est tombé dans le TCG. Fait que là... TCG, c'est très dur à modifier ou à nettoyer, là. La surface de ça. Mais tu sais, PSA, il faut le donner, ils sont bons pour resserrer l'étau quand ils veulent contrôler le marché. Parce qu'à un moment donné, ils savent que c'est eux autres qui sont les kingpins du marché, puis tout le monde se fie à PSA, puis tout le monde se fie aux comms d'eBay. Fait qu'ils savent qu'ils ont une notoriété. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils trouvent un moyen, en gradant 1 million de cartes par mois, là. Ils trouvent un moyen, puis là, ils l'ont trouvé. C'est à voir si ça va continuer, mais dans le sport, tranquillement, d'après moi, d'ici septembre, là, on va voir les vrais chiffres de ça. Là. Puis, j'ai gardé pour dire ce que tu disais un petit peu tantôt, Yanakis. 77% des soumissions du TCG, c'est du ultra moderne. Voilà. OK. Ouais, puis ils ont depuis dans le fond, les ultra modernes là, sont à 59% de gem rate. Sur les 100 cartes les plus submitted, fait que les plus envoyées gradées, 97 sont des cartes de Pokémon. Fait que c'est sûr que ça vient jouer un petit peu avec le gem rate. Là. Pour le fun, les gars, combien vous pensez que le gem rate sur l'année 2024 était? Dans le sport? Global. 2024, je dirais... 53. 44. Ouh. 48. 45%.
Donc, on est plus bas un petit peu dans le terme de pourcentage que cette année. Mais il y a combien de cartes de plus qui ont été gradées? Ouais, c'est ça. Là, il y en a beaucoup plus. Là. Parce que Je pense l'année que passée. le mois de juin a été un record. L'année passée, à pareille date, on était à près de 7,7 millions en 6 mois. Là, on est à 12 points quelques. Et boy, c'est quasiment le double. Ouais. Fait que c'est quand même impressionnant. Puis sachez que dans ces gem rates-là, du côté de PSA et CGC, ils ne comptent pas les Black Label et les Pristine 10 CGC. Là. Fait que c'est les PGS 10 et non les Black Label qui sont comptés dans le gem rate. Puis les ventes de eBay ont aussi eu un record en juin. Ouais, proche de 300 quelques millions vendus sur toutes les plateformes. Autant que la plateforme Golden que Fanatic. Fanatic est à 27 quelques millions. Golden un peu plus. Puis ça, c'est sans compter les ventes dans les groupes Facebook. Là. Donc, non répertorié. Non répertorié, exact. Le hobby est en santé. Ça shrink le low-end, mais tu vois des ventes records, puis tu vois des hausses de nombre de ventes, globalement. Puis, donc, si vous voulez que je vous sorte une autre petite dernière statistique comparée par rapport au gem rate. En janvier, dans le TCG, on était à 49% de gem rate. Ça a monté à 50 en mars, 53 en juin et 53 en juin. Fait qu'il y a tout le temps une augmentation du gem rate. Puis dans le sport, ça descend. 43% en janvier, 37% en avril, puis là, on est à 34% en juin. Je ne sais pas si ça peut être coïncidé avec des sorties. Il n'y a pas de Prism qui est sorti bien. Peut-être plus du peut-être au baseball. Du patch auto, du RPA, du DeCup, qui est dur à grader. À moins d'envoyer chez BGS. Du PSA 8, t'es content? Les gars de Sports Card Nonsense en parlaient justement que c'était de plus en plus difficile à gem dans le sport. Puis en majeure partie, ils parlaient du baseball. Puis tu sais, c'est les cartes dans le sport qui est le plus gradé. Fait que je ne sais pas s'il y a eu des sorties récentes dans le ultra moderne que la qualité des cartes a été ou a laissé à désirer, ou tout simplement le centering que maintenant PSA grade royalement plus sévèrement, qui a fait baisser ce pourcentage de gems-là. Parce que justement, j'ai vu un reel juste avant qu'on fasse l'épisode tantôt, puis il parlait que est-ce qu'on va voir une montée des prix des PSA 9 à cause de ça, de quoi qu'on a discuté, ça fait ultra longtemps, puis on voyait peut-être venir éventuellement. Ben là, on dirait que de plus en plus, vu qu'ils gradent de plus en plus sévèrement, c'est peut-être qu'est-ce qui va s'en venir. Puis le play, c'est peut-être les PSA 9 présentement. Là. C'est peut-être un bon play. C'est un bon point parce que ta carte est PSA 10, elle devrait être parfaite. Oui, tu regardes. Tu ne devrais même pas avoir un point blanc sur un coin à rien. C'est supposé être 4 coins à 90 degrés, parfait. Ouais. Il n'est pas supposé avoir d'un petit peu de carton en feuille, si on veut, sur le bord qui a été coupé parce que c'est la coupe d'impression. La carte est supposée être parfaite. Oui. Puis la perfection n'existe pas. Ça veut dire que c'est pas normal que tu aies un gem rate de 50% sur 12 millions de cartes vendues. Tu comprends? Fait que oui, j'ai l'impression que ton point est super valide, que les PSA 9, ça peut être un bon play d'acheter des PSA 9. Tu sais, t'achètes des PSA 9 de Dylan Gunter Young Gun à 15$. Là, sacre! Je veux dire, c'est le temps. Là. C'est peut-être le temps d'y ramasser une gang là, pour. Tu sais, t'achètes à 15, tu revends à 30, tu as doublé ton argent. C'est pas un gros profit, mais tu as doublé ton argent. Oui, tu as raison. Tu sais, mettons, on extrapole. Là. On va dire. Moi, en tout cas, je regarde d'un œil de reculé ce temps-ci. Okay? Puis je vois apparaître sur des groupes, selon moi, de plus en plus de PSA 8. OK? Mais est-ce que c'est une statistique? Est-ce que c'est une statistique 100%. Réelle ou c'est mon propre genre. C'est ce que je remarque. Mettons que ça s'en va vers là, puis qu'il y en a de plus en plus des grades PSA 8, puis on se met nos cartes, puis que, mettons, sur 10 cartes, il y en a 3 qui reviennent PSA 8, quand avant, ça arrivait quasiment jamais dans l'ultra moderne.
ben c'est sûr à 100% que ça va donner une plus-value au 9. Puis les 10 par le fait même, mais les 10 ont déjà une plus-value. Fait que, puis honnêtement, il y en a de plus en plus. Puis je vois vos réactions, Mike, Yanakis aussi. Vous avez sûrement remarqué ça aussi, qu'il y a de plus en plus de 8. Ah oui, il y en a pas mal plus qu'on pense. Là. Puis tu t'en vois passer dans les groupes, le monde, ils disent ah, submission reçue, voici ce que j'ai eu, pouf. Il y a quelqu'un qui a envoyé un moment donné 10 Lane Hudson, je pense, puis il y avait comme 2-8 puis 8-9. Là, tu sais. Oui, oui. C'est pour ça que les Lane Hudson PSA10 aussi le sont encore relativement chers, parce que le pop count est quand même relativement bas encore. Tu sais. Même chose pour les Celebrini, même chose pour les Michkov. C'est des cartes qui seront probablement tu dis pas relativement bas, il est très bas. Ouais, comparé aux autres années. Là, ah ouais, ça n'a rien à voir avec les autres. Là. Ah, parce que Bédard, à pareille date, 3-4 mois après, tu étais déjà dans une population de 3000. Là, mais j'avais dit hockey, peut-être bien que le The Cup, mais regarde, tu vois. Il y a eu une carte de hockey qui a été gradée hier. Oui, mais c'est le fait que les True Rookies sont déjà dans le slab. On a déjà une preuve de. On se demandait si c'est bon. Ça, on va en parler. Le monde n'en voit plus grader le True RPA. C'est une preuve. C'est bon. Ouais, mais attends un peu. Mais t'as une minute. Mais tu sais, si je veux juste revenir, je ne sais pas si vous avez vu le graphique plus haut, là. C'est le nombre de cartes gradées, là. Le hockey, je pensais que c'était plus haut, là. En 30 jours, c'est 21 000. Regardez la part du marché. Mais il n'y a pas eu beaucoup de. Il n'y a pas eu une sortie flagship. Tu sais, Extended est sorti, mais honnêtement, dans Young Gun, c'est qui que t'envoies grader dans Extended à part Dobesh puis Will Smith, là, tu sais. Puis même basketball avec Caitlin Clark, il y a juste ça. Le football est surprenant pareil. Le baseball va toujours être la cote, mais TCG prend tout. Mais que le football rattrape le baseball, c'est peut-être en vue du National. Peut-être. Ouais, c'est le monde qui se sont préparés pour la saison pour avoir les cartes gradées près de le National. C'est quand même fou. Ouais, mais un petit peu. Là, on a les 6 premiers mois de l'année. On a janvier, février. Le mois des playoffs au foot, le mois du Super Bowl, le mois post-Super Bowl. Mais ça, c'est le dernier mois. Là. Fait que excuse-moi. Ils ont gradé 180 000 cartes de football. Fait que ça, c'est prêt pour le National. Ces cartes-là vont être prêtes pour le National, prêtes à distribution, puis prêtes pour la saison. Là, regardez, voilà. Je le montre. Là. Ouais, tu vois 188 000 dans le dernier 30 jours. Ceux qui sont pas au visuel, là, on monte un graphique où est-ce qu'il y a les cartes gradées chez PSA dans les 30 derniers jours. TCG est à 885 000. Le football à 183, le baseball à 160 000, le basket 119, le non-sport à 35 et le soccer à 19 000, puis le hockey à 21 000. Hey, ça nous montre-tu un peu? Puis là, c'est pas du soccer bashing, bien au contraire. Mais il me semble que ce graphique-là me dit aïe aïe que le soccer est flat comme pas pire. Là. Sur les 19 000 cartes gradées, d'après moi, il y en a 17 000, c'est du Lamine Yamal. C'est exactement ce que j'allais dire. Là. Je veux dire, le Mbappé au Real Madrid, c'est un flop total à date depuis qu'il est là. Fait que son marché a perdu. Écoute, je vais aller sortir sur Card Ladder son index. Le fait que Ronaldo joue en Arabie Saoudite, tu ne vois plus rien passer ou presque de Cristiano Ronaldo, c'est les groupes de soccer. Messi garde quand même une certaine popularité ici en Amérique. Mais ça serait le même graphique si on disait le basketball, t'enlèves Caitlin Clark. Ou tu mets WNBA. C'est one player only. Ou deux. That's it. Ouais, ça c'est exactement. C'est des sports pour tu sais, comme Mbappé. Là, il y a un petit boost, mais year to date, il est à comme plus 13% dans les derniers 30 jours, mais dans l'année, il est comme moins 25. Là. Oui. Fait que c'est pas un gros. Fait que, mais je trouvais intéressant d'apporter cette nouvelle-là, les gars, parce que ça l'est. Le monde dit tout le temps mes cartes sont lettres, mais finalement, écoute, quand tu envoies le gradé puis tu
surtout, on va parler du sport, là, on va parler du sport. Quand tu envoies grader, puis que sur 10 cartes, tu en reçois 4 qui sont PSA 10, c'est parce que les cartes sont belles. Les cartes sont bien coupées, c'est bien fait. Ça devrait pas être ça. Le 10 devrait être tellement plus rare que ça, là. Donc, messieurs, tranquillement, ça s'en vient. Ça va s'en venir. Messieurs, on va aller sur la deuxième nouvelle. eBay est en train de tester le bidding extended, un extended bidding. Dans le fond, maintenant, avant, si tu bidais dans la dernière seconde puis tu remportais, l'enchère était terminée. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un bid à l'intérieur des 2 dernières minutes, l'encan est reporté de 2 minutes d'extra. Et ça, c'est jusqu'à temps qu'il y ait un dernier bid qui n'en ait plus dans les 2 minutes. Mais là, ça concerne absolument tout? Ou là, juste certains... pas les parties. C'est un test présentement. Donc, je vais juste vérifier. Limited to selected in the trading card. C'est présentement à l'essai au niveau des trading cards, donc des cartes sportives et TCG. Ouais. Donc. Mais pas pour tous les items. Pas pour tous les items. C'est quelques items qui sont en test présentement pour voir si la communauté va accepter cette nouvelle méthode de faire. C'est quoi la prochaine étape? C'est le Buyer's Premium? Moi, je suis pas pour ça. En tout cas, qu'est-ce qu'ils annoncent? Non, mais. Dis-le pas, ils vont le faire. Mais tu vois-tu un peu, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps faire plus d'argent. Je regardais des commentaires ailleurs sur d'autres groupes, là, puis c'est ça, c'est tout le temps pour faire plus d'argent, pour aller chercher plus de parts de gâteau. Tu sais, eBay fonctionne super bien depuis toujours. C'est simple, efficace, tu l'utilises, t'aimes ça, parfait, ça marche bien, ils font leur argent. Je vois pas pourquoi tu commences à changer des manières de fonctionner comme ça pour se mettre au goût du jour des grosses maisons d'enchères qui offrent ce genre de extended bidding-là. Ben, tu sais, rendu là, tu sais, si tu me dis, mettons, hey, pour tous les items de 5000 $ et plus, ça devient ça, je peux vivre avec ça. C'est un bon point. Mais tu sais, on s'entend, là, tu sais, mettons, là, mon magasin, le mardi soir que j'ai, je te dis n'importe quoi, 200 items qui roulent. Puis, souvent, je vais faire ça, mettons, bon, je vais prendre 200 OPC Black numérotés sur 100 de 2011-2012. Ils sont tous en ordre de numéro, toutes les auctions finissent. Fait que là, s'il y a 5 gars qui veulent finir le set ce soir-là, sont en avant de leurs ordinateurs, puis on s'entend frénétiquement, on va bider. Mais là, ces gars-là, là, ils vont avoir 8 pages d'ouvertes. Oh, là, je mets un bid. Ah, fuck, avec overtime de 2 minutes. OK, mais là, il y a celui-là qui finit. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. On essaye, là, Le directeur général de eBay, Ron Javen, a dit qu'il essaie de continuellement améliorer la plateforme et l'expérience client qu'ils ont sur la plateforme. Je vous pose une question, messieurs. Est-ce que le fait que depuis quelques mois, on commence à sortir les chiffres par mois des ventes qui sont sur eBay, puis c'est juste les sports cards et les trading cards, est-ce que c'est la manière pour eBay de dire, ben, on va aller squeezer le plus qu'on peut, là? Il y a beaucoup de ventes qui se fait là-dedans. On va aller squeezer à la dernière scène. Ouais, mais les squeezer... Parce que je te garantis que si tu ne sortais pas ces statistiques-là, qu'il y a 300 millions de ventes eBay, je ne suis même pas sûr qu'ils pensent à ça. Je suis d'accord. Mais, tu sais, est-ce que... Tu sais, toi, Mike, là, si tu mets à l'enchère demain matin une Jack Hughes Young Guns PSA 9, là, ben, elle ne se vendra pas plus cher parce qu'on va dans l'extended bidding. Là. Non. Si quelque chose qui se vend à 100$ à tous les jours ne grimpera pas à 125$. Là. Fait que je comprends pas eBay de dire, ben là, on prolonge ça. Ben, j'ai l'impression que ça va être pour les gros items. C'est ces gros items-là que tu vas avoir aussitôt. Tu sais, on parlait des sets des années 90, là, Limited Exposure, mettons. Tu as une Gretzky Star Factor qui arrive, que tu vois presque pas. Peux-tu te confirmer que le bidding peut durer peut-être 1 heure ou 2 de plus? Là? Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, ce qu'il faudrait qu'il fasse, fais un petit peu, parce que là, tu viens de me parler des années 90, puis j'ai comme un pop-up qui vient de me passer en tête. Pourquoi eBay n'offre pas
au vendeur. Admettons, OK? Mettons, moi, au magasin, j'ai une 52 Tops Mickey Mantle PSA 5. Puis je me dis, hey, au lieu de l'envoyer chez Heritage, je la mets sur eBay. Je paye, je dis n'importe quoi, 50$. Et là, je choisis l'option Extended Bidding. Ou 100$ ou un pourcentage de plus. Pourquoi pas? Tu sais, si c'est moi qui décide qu'on va en Extended Bidding pour des items premium, ça, je peux bien vivre avec ça. Ah, ben ça va se battre. Ça va se battre. Mais pour un lot de 3 Michael Pezzetta Young Guns, là, mais anyway, mes sincères condoléances. Tu sais, ils veulent éviter peut-être les snipers qui bident à la dernière seconde, mais pour ces cartes-là, il n'y en a pas de sniper. Tu sais, probablement que dans la deuxième ou troisième journée que c'est sorti, le bid est à 10$, ça va rester à 10$ le restant de l'option. Tu sais. Mais j'ai l'impression que dans les cartes ultra rares, comme l'exemple de la Star Factor Gretzky, ben là, je peux te confirmer que probablement que 2 heures plus tard, le bid va être encore en train de se battre. Ben, c'est excellent pour le shield bidding. De 1. Ça, c'est vrai. Enfin, les gens qui veulent vraiment payer vont payer. Ça, c'est vrai. Surtout, ça peut contrer ça, une partie, effectivement. C'est-tu bon? Avez-vous des infos à savoir si c'est pour tous les types de cartes? Présentement, c'est juste les cartes sportives sur certaines. C'est pas à l'essai sur tout l'ensemble de la plateforme. Mais c'est vraiment juste sur les trading cards. Ils disent pas le nombre de... Moi, j'ai l'impression que c'est déjà mis à l'essai sur des grosses cartes. Ça, c'est correct. Mais tu vends une carte à... où les consignateurs vendent une carte à 23 000, une carte à 17 000, une carte à 5 000, une carte à 12 000. Tu as un share bid, puis que le payeur ne vend pas. Mais là, au moins, tu vas avoir une course à la fin. Puis celui qui gagne, il a vraiment envie de payer. Mais tu sais, on l'a tout fait, tu sais, snaguer une carte à 15 secondes de la fin. Mais on n'est pas des shield bids, fait qu'on paye notre carte. Mais il y en a beaucoup. Tu sais, si c'est une carte à 123$, que tu fais une enchère à la fin, puis que tu dis je fais une bonne affaire à 1h du matin parce que personne ne regarde. Win, buy, paid, that's it. Mais c'est vrai, c'est intéressant ton point pour le shield bidding. Si c'est le cas pour ça, qu'ils font ça pour ça aussi, là, c'est plate. Mais s'ils font ça pour les gros shield bids puis les gros encans, tu sais, ça joue aussi sur les comps. Hein. Tout le monde se fie à eBay comps. Fait que c'est un test peut-être, mais j'espère qu'ils vont régulariser ça de la bonne façon. Le DG dit qu'ils sont très excités de tester ce bidding extensionné-là. Il dit que présentement, c'est limité comme test, mais qu'il va donner plus de détails au fur et à mesure qu'ils vont expansionner. Donc, j'imagine que c'est vraiment très limité sur des cartes spécifiques. Donc, c'est une bonne affaire. Moi, je suis un vendeur sur eBay, puis qu'est-ce qui me tape le plus ses nerfs? C'est quelqu'un qui finalement est écrit plus tard. Ah, finalement, c'est ma fille qui a pris mon téléphone, puis qui a fait enter, puis je voulais pas faire ça. Ouais, mais c'est parce que là, il faut que je la remette en vente. Là. Ouais, mais Paul, même si on rajoute du temps aux items, là, les crétins, les imbéciles ont encore le droit d'aller sur eBay. Là. Non, mais écoute, le Kexman, là, on a eu j'ai eu un feedback négatif au magasin. Tu vends un item, là, puis là, c'est écrit noir sur blanc, là. C'est une montre de collection. Il n'y a plus de vitre sur la montre et elle ne fonctionne pas. C'est écrit, écoute, la grosseur de Mike à peu près. Le gars la reçoit, il nous écrit, nous donne un char de peanut pour dire hey, il n'y a pas de vitre sur la montre. Oui, on a mis 5 photos pour ça, puis c'est écrit noir sur blanc. Ben oui, mais là, tu sais, il y a ça aussi. Là, la nouvelle mode sur eBay, c'est je l'ai trouvé moins cher ailleurs. Tu sais, eBay, ça marche au volume, hein, c'est comme une société. Plus tu as de monde, plus tu as de caves, plus que tu as de personnes sensées, plus que tu as de monde de toutes les façons. Je fais un exemple.
j'ai retrouvé une carte qui était. J'attendais depuis le mois de novembre, avant le strike, de la part de Post Canada. Je vois ça sur un autre site. Ma carte avec le détail, Ben non. la même photo, envoyée chez PSA 10. Hein? J'écris au. Ben oui. Wesh. Il a pris le temps de prendre la même photo de la vente originale. Elle est revenue au vendeur. Probablement, je ne sais pas si c'est lui le vendeur, que lui l'a renvoyé chez PSA, ou c'est quelqu'un qui l'a acheté. Mais il a mis la photo originale de l'annonce eBay. Là, je t'en pour parler avec eBay. Il l'a envoyé chez PSA, il est revenu 10. Puis là, j'y ai écrit ah, c'est triste, c'est triste. Mais tu sais, en tout cas. Fait qu'eBay, plus que tu as de poissons dans l'océan, plus que tu as de chances de. Mais tu sais, c'est la beauté d'eBay, c'est facile, c'est intégrant, tu as des ressources, mais tout le monde est là-dessus. Là. Non, c'est là que tu vas chercher le plus de. C'est comme une société, là, c'est comme aller marcher chez Place Laurier. Ça se peut que tu croises 23 petits innocents versus marche aux Galeries Chagnon. Là. Messieurs, c'est la citation du soir, ça. Guillaume, j'ai envoyé une dernière nouvelle sur le groupe. J'ai envoyé une dernière nouvelle sur le groupe, mon Guillaume. Ouais, je peux aller voir ça. Une ultra rare SGC 10 Pristine 1986 Fleer de Michael Jordan est présentement en encan. La dernière fois que cette carte-là a été vendue, elle s'est vendue 800 000 il y a 5 ans. Combien vous pouvez penser qu'une carte comme ça peut valoir aujourd'hui? C'est la seule en existence. C'est une carte complètement hallucinante. Ça serait la plus belle Jordan. Un peu comme la Mental Recrue 9.5 qui s'est vendue 12 quelques millions. Ce serait la plus belle Jordan en existence, selon l'article incluant les PSA. Là. Si tu mettais le derrière exactement centré, c'était une SGC Pristine. Ouais, ça aurait pu être une Black Label 10, là, honnêtement. Si tu mets le centrage égal en arrière. Tu sais, ici, en arrière, il est plus large que de ce côté-là. Puis en avant, c'est comme si la carte était un peu tiltée en angle. Tu le vois, l'espace ici, il n'est pas. Mais c'est pas grand-chose, là, tu sais. Mais c'est weird pareil. T'sais, encore là, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ouais. Tu vois l'œil nu, là. On ne l'a pas dans nos mains, on fait juste regarder une Non, mais c'est une vraie 10 parce que. On regarde les coins, on regarde la couleur, le blanc finish en arrière, qui n'y a pas de jaune, rien. La carte, elle est. Puis le blanc. Sublime. Pas le blanc nécessairement, mais le rouge, c'est des cartes tellement dures à. Ouais. On sait que c'est commun comme carte, mais du rouge sur chaque coin. Puis le shade en arrière, là, on sait que c'était pas un encre super d'appoint. Là. C'était sur un carton mat. Fait que ça n'a jamais vu le jour, ça n'a jamais vu le soleil. C'est pack fresh. Avec le Tuxedo, ça fait beau un crime. Oui, ça. Mais le vintage SGC, c'est les plus beaux slabs là, pour du vintage de même. Là. Ouais. Fait que, messieurs, ça faisait le tour des nouvelles. Est-ce que vous en aviez d'autres à ajouter avant qu'on passe à notre sujet principal? Ben, il y en a qui ont envoyé certaines affaires dans le chat. Voulais-tu ouais, des choses? Semi, parce que je voulais juste envoyer à Mike avant que... Parce que je sais que Mike, c'est le genre de choses qu'il a sûrement... probablement que son père travaille sur ce projet-là. Là. Ah oui, en même temps, je vais juste faire un petit shout-out. Tu parles de mon père. Je vais juste faire un petit shout-out à... Attends un petit peu. Il est loin dans mes Messenger. Sébastien Boutet. C'est un auditeur qui m'a écrit comme quoi qu'il avait écouté que mon père faisait les sets d'Albers et de Clearcut. Il m'a envoyé ce qu'il y avait. J'ai regardé avec les numéros. On a à peu près une douzaine de cartes que mon père avait besoin. Ben, crime, il est allé m'apporter chez Stack aujourd'hui gratuitement. Gros shout-out à Sébastien Boutet. Tu viendras me voir au show à Laval. Je vais te donner un beau petit paquet, mon ami. Je pense qu'il va. Ça va ressembler à un Wendy's gratis. Bon, pas mal plus qu'un Wendy's, je te le confirme. C'est vraiment hot, ça. C'est vraiment hot. Quand même. Quand même. Shout out.
Fait que vas-y, Yanakis, tu voulais te lancer dans quelques nouvelles avant qu'on. Non, ouais. Parce que je voulais peut-être plus approfondir un petit peu ce sujet-là. Là. Parce que c'est un sujet sur le World Forum qui est apparu cette semaine. Puis on va en parler dans un épisode de Junk Wax, moi puis Guillaume. 1996-97, les fameuses Select Certified Mirror Gold qui étaient produites à 30 exemplaires. Ouais, c'est fou. Sauf que là, ça commence à popper un petit pas un peu partout, mais sur eBay, il y a un vendeur qui vend des lots par joueur. Ben, des lots, là. De 80 et plus, là, exemple. Ouais. Et ça, il dit clairement dans sa description d'item, il y en avait 30 insérés de chaque joueur dans les paquets et le reste était fait au cas où il y a des cartes endommagées, au cas où il y a des retours. Et ces cartes-là furent achetées dans la faillite de Pinnacle en 1998. Oh, ouais. Ouais, tu iras voir les liens. C'est pas chic. C'est pas chic. Comme on dit par chez nous, more details to come. Là. C'est dans le pas chic. Parce qu'on s'entend, si ce vendeur-là a 4 lots pour 4 joueurs différents, ben ça veut dire, ouais, écoute, il y a un lot de 92 Trevor Linden. Wow! Qu'est-ce que ça fait sur le marché des cartes qui sont déjà, tu sais, le monde qui ont payé des prix de fou? Ben, je me souviens, là, c'était ultra rare ces cartes-là. Ouais, ça vient de complètement démolir. Dropper le marché. Ouais. Sur un sheet qui était une nouvelle technologie, ouais. Difficile à. Ben, cher, en fait, à produire. Absolument. Ils ont toute la pellicule encore. Oui. Oui, ils ont de la ça a de la showroom, là. Ah oui. Mais on s'entend, peu importe la compagnie de cartes qui a fait faillite dans l'histoire, il y a eu une vente de faillite. Souviens-toi, Mike, souviens-toi, Guillaume, quand Pacific a fait faillite en 2005, dans les années qui ont suivi. Ah, tu as vu des cartes popées. Mais des boîtes de Pacific qui, les marchés étaient inondés, les fournisseurs nous appelaient pour nous en offrir à une fraction du prix. Pourquoi? Parce qu'il y en avait des entrepôts pleins. Des boîtes, c'est tel que tel, mais là, de voir ce genre de cartes-là, 30 ans plus tard, qui pop. Avec le seal. Ouais, c'est comme moins chic un peu. Là. Fait que je vais rester à l'affût de ce sujet-là. Mais tu nous as demandé combien elles se vendent? Vas-y. Imagine si ça arrive, ce même type-là, avec les Starquest Gold. Ils sont numérotés, les Starquest Gold. Ils sont numérotés, effectivement. Mais ce que les Select Certified n'étaient pas. Mais tu avais un print run. Tu as tout le temps été habitué avec un print run pareil. Tu sais, Beckett mettait un print run là-dedans. Ça, je suis d'accord avec toi. Qui est pas pantoute ça aujourd'hui. Mais tu sais, si demain matin, comme tu dis, admettons, là, il sort une batch de Starquest Gold, mais qui ne sont pas numérotés. Ben, ils ne sont pas numérotés. Non, c'est sûr. C'est du backdoor, là, un peu comme Upper Deck avait fait avec la King Griffey Jr. recrue. C'est pas pour rien qu'il y en a autant de gradés. C'est qu'Upper Deck a produit des feuilles entières de la Griffey. Là. Exact. Mais moi, je te dirais, mon guess, la MJ va se vendre 1 million. Oh, plus que ça. Plus que ça. La dernière avait été 800 000, puis ça fait longtemps. En 2020. Dans le pic de Jordan. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est réellement le pic? Parce que, tu sais, début 2020, je n'ai pas vu c'était quand, là, mais début 2020, c'était pas encore là. 5,35. 5 mec. Comment, Mike? Tu penses moins? J'en perds mes mots. Moi, je dirais 1,5 million. Ah. Mais c'est aussi la. Excusez, je me suis trompé, les gars. C'est aussi la trouvaille. Elle s'est vendue 430 000 en 2020. Puis là, elle est estimée à 800 000 US. Ah, OK. Ah bon? Désolé, c'est mon erreur. 8, même pas. Oui, c'est une trouvaille, mais à baisse. Ça va être 4,25. 3,75. Tu penses moins que ça?
Ben non, mais pas moins que ça. Là, Avec ce que Mike vient de dire, moi, je dis 500 000 finalement. US. Fait encore, Mais- c'est encore moi qui dis un chiffre trop haut, puis là, je vais faire rire de Mais moi. tu sais, c'est ça. On fait tout le temps rire de nous autres d'un guest, anyway. Avant qu'on aille sur le sujet principal, justement, là, Ouais. je voulais juste qu'on revienne vite fait sur nos Ouais, deux guests cochonne-moi. qu'on avait pris Vas-y. la semaine passée. Dans un premier temps, on avait pris un guest sur la OV Buyback 2/8 qui était en enchère du côté d'eBay. Hey, dans l'antichambre, les gars, nous autres, on était pas pires parce que qu'est-ce qu'on leur avait dit, Yanakis, dans l'antichambre? On y avait dit entre 23 et 25. Fait qu'à 23-4, on n'était pas si pire. Ben, mais c'est c'était dans pas l'antichambre, mal, il n'y a c'est pas aucune mal preuve de entre les recording. Ouais, c'est ça. Il y a aucune On avait preuve de dit, recording. Yanakis avait guessé 28, puis moi 30 sur celle-là la semaine passée. Ok, bon. Faut d'admettre qu'on était dans le champ les deux. Mais honnêtement, c'était prévisible qu'elle soit moins que la 1. Parce que la 1, c'était la première. Tu as le gros hype, tu avais le gros fame. Hey, la première est sortie, ça a fait le tour de tous les médias ou presque, médias sociaux, les groupes. Puis elle, on l'a vu, mais relativement moins. Tu sais, Sports Car Nonsense, elle avait été postée, la numéro 1, il y a eu comme 30 000 vues sur ce post-là. Là, la 2 n'a pas été postée sur Sports Cars Nonsense. Tu sais, je ne veux pas dire qu'il y avait moins de hype, mais il y avait peut-être un petit peu moins de visibilité que la première. Fait qu'on pouvait peut-être penser qu'il y avait un peu moins de. Bon, on s'entend, 23 400. C'est bon, 23 400. Ah, c'est très bon. Regarde, Shout-out aux gars, bravo les boys. Moins de pubs, moins de hype, moins d'un peu tout d'enrobage sur cette carte-là. Ça, c'est de 1. Moi, la première, je trouvais qu'elle avait été quand même, j'aurais pensé un peu plus haute aussi, parce que c'est la première, parce que c'était la 1/8, parce que tout le hype, puis on voit celles qui ont sorti déjà dans le passé, les McDavid, peu importe quel buyback auto Young Gun qui a sorti, il était sur bien plus que sur 8. Fait que dans, mettons, 20 ans d'aujourd'hui, là, les 8, je pense que c'est un bon bail. 8 seuls qui vont exister d'Ovechkin, ça va être une carte. Puis là, moi, c'est un big take là, que je dis. D'après moi, ça va être une carte à 100 000 un jour dans son existence. OK? Ça, tu as raison. Dans le sens que on le voit, tout l'argent investi est dans le TCG. Les gros, tu comprends? Il y a beaucoup d'argent, le hype est dans le TCG. Ça, c'est une carte extraordinaire, mais extraordinaire. C'est une buyback signée. C'est pas une de cup one-of-one shield ou mais quelque chose. c'est une buyback de sa vraie Young Gun, pareil. C'est un buyback de sa vraie Young Gun. Oui, OK. Non, mais tu comprends dans le sens 23 400 dans le marché présent du sport. Moi, je trouve que c'est excellent. Oui, c'est très bon. Oui, non. Là, oui, je suis d'accord. On est là. On est là. Mais comme Guillaume dit, dans le futur, avec du recul, c'est des vagues, à un moment donné, tous les prix changent, là. Mais tu sais, il va en avoir 8 seulement. Tu sais, mettons que il va-tu en avoir 2 qui vont être en vente éventuellement un jour, où le monde va les garder par PC? Fait que c'est là que si tu en retrouves 1 ou 4 dans les 35 prochaines années, ben c'est là que ça grimpe, là, ça reste. Mais c'est sûr que ça reste une carte qui sort là. Des fois, tu te dis, je suis mieux de la vendre là par le hype ou la garder puis que personne ne la voit jamais en vente. Puis une fois qu'elle sort, bang, snag. Comme les Jordan, super rare. Là. Pas fou non plus. Moi, personnellement, je l'aurais vendu tout de suite. Là. Tu sais, je veux dire, la première, tu craches pas sur 25 000. Là. Exact. Mais on s'entend tous pour dire les cartes que la 8 de 8, elle va casser toutes ces, elle va tout casser ces choses-là. Mais non, gros shout-out aux gars qui sont venus sur l'épisode. Écoute, c'est un pull d'une vie. J'étais ultra impressionné, ultra surpris d'apprendre que la carte était déjà slivée dans le paquet. Oui. Que Upper Deck a quand même pris le soin de le faire. Ouais, mais une buyback, c'est toujours ça. Même chose. Ben oui, parce que c'est pareil pour les sketchs, mettons. À cause des autographes? Non,
Parce que dans le fond, ta buyback vient avec une autre carte. Ah, ouais. Parce que dans le fond, là. En arrière, là. Exactement. Ça l'est ta carte. Et sur l'hologramme, tu as un numéro de série là, qui est interminable dans le bas. Et ce numéro de série-là se trouve au dos de la carte. Si tu as une photo, la deuxième photo, là. Il est là, le exact. numéro de série. Ils l'ont mis à l'envers, c'est cool. Ouais. Mais tu sais, si tu regardes le dos de l'Ovechkin. Non, mais c'est bon, c'est pour les, les scanners. Il est là en bas, ton numéro. Là. Ouais. Fait que ça, faut que ça fitte. Là. Tu sais, parce que moi, qu'est-ce que je disais, là, c'est que, mettons, regarde, on extrapole. Là. On va dire le marché du hockey va chercher des nouveaux collectionneurs dans un futur. Tu sais, la ligue a grossi en popularité, le marché grossit. Puis dans 20 ans, Ovi, c'est encore lui qui a le record du plus de buts dans l'histoire de la Ligue nationale. Puis là, le record commence à avoir, tu sais, de la prestance parce que ça fait 20 ans qu'il tient. C'est sûr à 100% que cette carte-là va avoir pris de la valeur avec les années. Puis même qu'il y en a 8, que ça ne soit pas une 1 de 1, le marché il va être, mettons, plus grand. Les valeurs vont être plus grandes. 8, ça va rester ultra rare. Ça revient joindre ce que Paul il dit. Éventuellement, dans le temps, quand tu vas voir une de ces Ovechkin-là à vendre, c'est parce que tu n'as pas vu depuis 2-3 ans. Puis vous la comparez à combien de value personnellement sur une Future Watch Auto et il n'y avait pas de. Oui, c'est la première année de Cup. Ouais. Il n'y a pas de Shields. Oui, il y a un Shield. Il y a un Shield. Il y en a une, mais es-tu publicisé? Ça ne battra pas la Future Watch à long terme en termes de valeur parce que tu en as 999. Oui, c'est ça. Vous la mettez comment dans le range? Ben, moi, je pense qu'elle va être juste après la de Cup. Elle va être juste après la de Cup sur 99. Elle va être un petit peu en haut de la Future Watch. Donc, du 80 000 pièces et plus. Là, juste pour être sûr, dans le ranking de toutes les Ovechkin recrues, où est-ce qu'elle se rank? Ouais, moi, je dirais deuxième après les sur 99. Dans le futur, avec le Legacy dans 10, 15 ans, 20 ans, on le voit avec les Gretzky, c'est sûr que c'est une autre époque, là. Mais il va falloir dissocier dans 30 ans l'époque de ces légendes-là. D'une autre façon, c'est avec les The Cup Shields, avec les The Cup. Vous voyez ça où versus cette carte-là? Moi, c'est la The Cup sur 99, celle-là, la Future Watch, puis la Young Gun. Ben, la Ultimate, pas sur la Young Gun. Mais... Puis tu mets pas la Ice sur 99 là-dedans? C'est ça. Non, oui. Ouais, je la mets. Je te dirais, je la mettrais. Ouais, effectivement. On mettrait la The Cup, la Buyback, la Ice, la Future Watch. Moi, je pense que la Ice, le monde, ils ne sauront pas l'histoire derrière ça. Ah, ils vont le savoir. Oui, ils vont le savoir. Ceux qui ont collectionné dans ces années, ils vont le savoir. Ouais, mais les nouveaux, ils vont y aller vers la simplicité. The Cup, Buyback, Ice, Future Watch. C'est définitivement dans le top 5. Là. On s'entend, c'est sûr. À 100%, ça devient une des 5 plus grosses. Là. Oui. Absolument. Puis, tu sais, on n'a pas parlé non plus de la Future Watch Patch. Là. Puis, on n'a pas parlé de la Ultimate Patch Auto sur 25. Non. Sauf que ces cartes-là, on ne les voit pas. On les verra pas. Ça. Tu vas avoir une ou 10 ans. Ben oui. Quand tu vois quelqu'un qui est fan, quelqu'un qui a charge depuis longtemps, il est prêt à payer premium. C'est là qu'on voit les prix records pour des cartes de même. Puis tu sais, je dis ça, je dis rien, là. La Ice Premier Patch Auto sur 10 aussi, là, que je mettrais peut-être... tu vois, écoute, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu passer. Ah ouais? Ben regarde, prochaine fois, tu descendras à Québec, là. Ça, c'est comme toi. C'est comme te voir toi à 175 livres. Check en arrière. Tu fais juste ouvrir tu ouvres le tiroir, là. Non, mais mon King Kong, la prochaine fois que tu descendras à Québec, là, au lieu là, d'aller voir des cartes là, avec des genres de microbes dessus là, ou des bactéries, là, tu diras ça quelques jours avant à ton ami Yanakis, puis tu passeras me voir au magasin. T'en as une? Ah, ouais, faut que j'aille voir ça. Si je ne me trompe pas, c'est 3 ou 4 couleurs. Oui, il y avait plusieurs couleurs dessus, oui. Mais elle est démolie, là. La surface est
l'impression qu'elle a passé un hiver sur une traque de chemin Ouais, de mais fer. là, elle ne sortira pas payer ça 10, te donne 100$ pour. C'est... On y va avec la condition. On va avec la condition. C'est une PSA 2 à 20$. 20$. Honnêtement, t'envoies ça chez Beckett, sur moi, la surface, il nous donnerait, mettons, 6 pour. Non, mais c'est pour ça que grader, des fois, c'est subjectif, dans le sens. Mais oui, ça, tu mets ça dans un one-touch, puis c'est that's it, c'est bye-bye, là. Tant qu'à ça, fais juste l'encapsuler. Ouais, authentique. Tu la mets dans le slab, c'est authentique, puis that's it. Oui, mais si c'est toi qui l'as acheté, si c'est toi qui l'as depuis le début, tu le sais qu'elle est authentique. Mm-hmm. C'est juste le moment de vente que tu mets authentique PSA. Sinon, tu vas payer un subcharge, puis toi, tu sais que tu l'as vu, le hit, sortir. T'as pas besoin, tu mets ça dans un one-touch. Mais le jour où j'avoue que c'est le temps de vendre, t'as pas le choix. Yanakis, si j'en vois une, on va être à la veille de te voir à 175 livres, ça veut dire. Je te dirais, la dernière fois que j'ai passé une biopédance à 175 livres, Mike, je serais décédé. No shit. Je te confirme. On voulait que ce soit un épisode été. On est déjà rendu à 56 minutes. On n'a pas parti du sujet principal. Mais j'ai peut-être une petite dernière nouvelle, juste vite de même. On sait PSA. PSA qui travaille sur des nouveaux projets parce que le hobby est en hausse, on le dit souvent. En mutation. National, qui est sorti aujourd'hui, hier en fait, le 7. Un résumé, je pense que c'est sur Netflix ou sur tous les réseaux. Un épisode du Fanatic Fest avec tous les événements qui ont eu lieu. Ils ont fait, il y a des producteurs qui ont fait des vidéos, puis que ça a sorti le 7. Puis ils ont entrepris pour faire un National à San Diego aussi. Mais pas un National, excuse, un Fanatic Fest à San Diego l'hiver prochain. Mm-hmm. Fait que Hobby, t'es en santé? Absolument. Absolument. Je suis le premier à le dire. Certainement. Je suis le premier à le dire. Hey, les boys, j'avais juste pas fini. Je voulais juste revenir sur l'autre guest qu'on avait pris, moi et Yanakis, la semaine passée pour faire boucler la boucle là-dessus. La petite carte, là? L'autre petite carte qu'on avait guessé encore tout croche, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir de le faire. La Ultimate Rookie Shield One of One Auto de Connor Bedard. Yanakis avait dit 120 et j'avais dit 100 000, puis finalement, elle a resté au même prix qu'elle était quand on a pris. Elle n'était pas 73? Non, elle était à 76 quand ils l'ont. Elle a resté à ce prix-là longtemps. Fait qu'elle n'a pas atteint le 80. Non. Ben, elle n'a pas bougé. C'est ça qui. Mais la OV non plus, elle n'avait pas bougé de quand on a pris nos gars. 0. Non. Les deux 0. Quand même drôle. Là, je veux juste quelque chose qui est quand même important sur ces deux cartes-là. Celle-là de Bédard, elle a été mentionnée sold and paid. Oui, absolument. Pas la OV. J'ai pas vu ça passer. Je fais juste dire ça. J'ai pas de manière de pouvoir aller le vérifier. Je sais qu'on peut aller voir avec Therapeak, je pense. Mais j'ai pas été vérifié. Mais si j'avais mis cette carte-là à l'enchère, puis qu'elle avait été sold and paid, je me serais targué partout sur les réseaux sociaux qu'elle a été sold and paid. C'est ça qu'on veut voir. Je ne l'ai pas vu passer. Tandis que la Bédard, oui. Donc, à confirmer. Mais Slapsharks avait garanti un 80 000. Oui. Je vous écoutais la semaine passée. Vous avez mis le knob de Alcaraz. Ouais. Versus la NHL logo. Ouais, checker la signature est shade, puis le logo n'est pas droit. Il n'est pas centré. Moi, là, quand vous parliez de ça, j'étais aussi là, le knob de côté, là, un petit peu. Là. Ouais. Je pense que ça me tapait plus ses nerfs, un shield de travers avec un logo qui est shade que le knob qui est de côté.
C'est vrai que c'est on pas parle- normal que ton logo soit pas centré là, sur un shield. Je veux Non, dire, c'est le gars, il a ça, une job à pour les faire. deux. Pour les deux. Tu sais, force-toi à le mettre de centre. Et au pire, tire sa patch en arrière, je sais pas comment ils font ça, là. Je sais qu'ils mettent ça dans une presse puis ils le sentent, mais il suffit que la carte elle bouge un peu, puis que le carton avance, parce qu'on sait que le dessous, il est installé. Tu mets ta patch, tu mets ton dessus. C'est comme des 4-5 couches. Il suffit que la presse, ça bouge un peu, puis ça bouge la carte. OK, c'est correct. Mais ça joue quand même sur une 1 de 1, sur un shield. Quitte à presser ça à la main, là. Honnêtement, là, tu regardes le shield, puis écoute, la carte c'est hallucinant. Là. C'est toujours impressionnant d'avoir un shield. J'ai déjà eu à ma possession 2 shields NFL. C'est vraiment hot, là. Je veux dire, c'est des cartes qui sont exceptionnelles à regarder. Mais sur mon shield NFL, qui était Panini, le contour où est-ce que le shield est, c'était vraiment. Le carton était découpé comme le contour du shield. Pour Donc, accueillir. exactement. Comme là, en haut, c'est coupé droit, tu manques des bouts de shield. En bas, tu manques un bout. Tu sais, Ouais. je trouve que pour une 1 de 1, on pourrait s'appliquer un petit peu plus. Là. Ben, Puis demande à Bédard de prendre un nouveau crayon, flambant neuf, signé la 1 de 1. Ouais, ça aussi. ouais. Mais tu sais, Mike, puis tu vas comprendre mon analogie, là. Sur cette carte-là, il manquait la petite touche in the game. Là. Ouais, effectivement. Tu sais, la fenêtre aurait été plus grande de 2 mm, mieux centrée. Puis, tu sais, Brian Price aurait demandé à Connor Bedard, hey, attends-tu de rajouter quelque chose sur la carte? Rajoute n'importe quoi. Et rajoute de quoi de spécial. Mais C'est c'est juste parce un que first overall pick, first NHL, n'importe quoi. c'est parce Ou que le juste, monde aime, wow. le monde aime les gros opening shield, les gros Ouais. opening patch. Ça limite l'espace pour l'autographe. Ouais, mais le problème, c'est Mais pas ça, c'était-tu designé vraiment pour la shield ou c'était designé pour toutes les autres autographes? Ouais. Moi, je pense que c'est une shield d'autographe. Fait que fais le logo un petit peu plus gros, de, je sais pas moi, un quart de pouce. Pas un quart de pouce, mais un 16e de pouce pour que ça rentre. Si tu as une marge d'erreur de quand tu punches la shield, elle arrive au moins, peut-être pas centrée, mais au moins qu'on voit tout le shield au complet. Hey, si vous avez la chance, justement, dans le sujet que vous parlez là, de prendre le temps de faire les cartes comme il faut, là, si vous avez la chance, allez voir le site reclaimcards avec un s.com ou allez le suivre sur les réseaux sociaux. C'est des cartes custom que le gars il fait, mais des cartes custom, mettons, il a acquis un jersey de, je sais pas, mettons, Wembanyama, un Game Use jersey, puis il fait une carte avec, puis il fait un logo shield avec. Les cartes, là, sont incroyables. Puis tu vois le temps que le gars prend à faire ces cartes-là. Puis en fait, pour toutes les... Pour n'importe quel événement, pour n'importe quelle chose. Puis tu ne verras jamais rien de croche, là. Il n'y a rien qui te tape dans l'œil qui n'est pas correct quand il le fait. Il prend un temps fou à faire ça. Les cartes sont belles. Les cartes sont faites professionnellement. Puis, c'est tout Game News. Il met les certificats d'authenticité avec ça. Il explique tout ce qu'il fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Allez voir. Vous pouvez faire des demandes spéciales. Puis, il en vend même sur son site. Black Mamba, là, ça, là, pour ceux à l'audio, là, ouais. C'est une sacrée carte. Là. C'est de même là, avec la cut sheet. Là. Black Mamba. Si je ne me trompe pas, c'est un floor du terrain de basket signé. Je l'avais vu sur son Instagram. Puis il fait des cartes de tout et rien. Là. C'est incroyable le travail qu'il fait. Ça ne tente pas de faire ma prochaine, là. Je me cherche, puis je fais genre. J'appelle à l'univers, là. J'ai failli jeter quelque chose hier, mais je me suis dit non, on ne le jettera pas parce que ça pourrait faire des très belles cartes. S'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui fait des cartes, j'ai besoin de votre aide. Dans le fond, quand tu es allé porter tes vidanges le mardi matin, tu as dit oh! Il a ramassé le reste de son Baconator.
La boîte avec du ketchup. Il cherche quelqu'un pour faire. Je fais pas juste Non, manger avant. Mais bon, non, on enchaîne. On avait un Ouais, sujet enchaînons avec principal. notre sujet. Yanakis, tu es arrivé avec ce sujet-là intéressant. Les 5 plus grosses innovations dans le monde du hobby. Ouais. Puis je trouvais très intéressant qu'on fasse un épisode là-dessus puis qu'on discute des innovations qu'il y a eu dans le temps pour améliorer le hobby. Oui, puis je dirais, je m'étais jamais vraiment comme arrêté à me poser la question. Et c'est quand j'ai lu Michael Rubin qui est venu dire que la plus grande invention de l'histoire de la carte, c'était la debut patch. Honnêtement, je me suis mis à vomir du sang par les yeux. J'étais comme, non. Tu sais, c'est une excellente bonne idée, mais Excellent. keep cool, man. Là. Fait que j'ai fait mon petit top 5. Puis je me suis dit, amateur de débat, bienvenue, parce que je pense qu'on va se tirailler un peu là-dessus. Là. On aime ça comme ça. Mais c'est vraiment ce qui concerne les cartes. Là. Non, le grading ne fait pas partie de ça parce que c'est pas une façon de faire des cartes. Là. C'est plus ça. Là. Fait que moi, la cinquième plus grande innovation, c'est le print on demand, aussi appelé on peut appeler le Tops Now. Cartes qui sont imprimées, exactement la quantité vendue, dans le fond, la quantité produite vient égaler la demande pour ces cartes-là. On s'entend que là, en ce qui concerne Tops Now, c'est un peu plus tranquille. Depuis la carte du pape, c'est quand même plus mollo. Mais on s'entend que les 2 dernières années, combien d'épisodes, messieurs, combien de temps qu'on a passé à japper sur les Tops Now? Ben, Mike, il jappait, nous autres, on parlait de Tops Now. Non, mais là, Fanatics sont sur un slowdown parce que avec l'événement qu'ils ont eu puis qu'est-ce qu'ils préparent. Et comme tu dis, c'est plus ralenti. Là. Ils vont faire une Tops Now sur le premier gars qui a passé les portes au Fanatic Fest le jeudi soir. Là. On est rendu là. Une Tops Now sur le premier qui a écouté le show. Ça va être une Netflix. Tops Now sur Alex Rodriguez qui dit ouais, which condition? Ouais, c'est parce que c'est PSA 10, je te l'ai dit. Oui, mais en même temps, c'est ça la beauté de la chose, c'est que genre, si ça t'intéresse pas ou si ça l'intéresse fuck all, ben ils en feront juste pas. Ils vont en faire 28, ça va finir là, être oublié, dans l'oubli. Puis au pays, dans plein d'années, ils vont revenir et vont dire hey, mais celle-là, là, elle avait tombé en 2 chaises, il y en a juste 28 qui a été faites, puis là, oups, ça va être une. Mais moi, personnellement, je vois ça comme un média, les Tops Now. Je suis d'accord avec toi. Là, tu vois que c'est au ralenti, ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau dans l'actualité. Tu n'as pas de Tops Now. Ça vient avec. Je vois ça de même. Je suis surpris qu'ils n'en ont pas fait une sur Shohei Ohtani qui a retiré 3 frappeurs sur des prises dans une manche avant hier, je pense. Ah, laisse-le le temps. Mais oui, il y en a qui je peux comprendre pourquoi il est dans ton top 5. Moi, c'est pas dans mon top 5, je peux comprendre qu'il est dans ton top 5. Pourquoi qu'il n'y a pas une Tops Now de Kershaw qui a son 300e 3 millième retro bâton? Dans ton top 5? Les Tops Now? Ouais. J'aurais jamais mis ça dans mon top 5. Je hais les Tops Now pour mourir. Oui, mais on parle pas d'amour ici. Là. On parle mais faut que tu connaisses que c'est une innovation importante, non? Puis même, il y en a qui ont bien fait de préciser que le grading n'était pas là-dedans, parce que sinon, le grading fait partie du top 5. Non, j'aurais compris, mais si j'avais pris le temps de faire un top 5, on s'est concentré sur lui. Moi, j'aurais pas mis les Tops Now. Le print on demand, je comprends. Mais. Ouais, mais on s'entend, le print on demand, Upper Deck le fait, mais n'a pas compris comment le faire. Puis quand tu dis aux gens que Upper Deck le fait, ils sont comme ah ouais! Mais je suis d'accord avec tout ton top 5 qu'on va parler. Là. Mais tu sais, moi, dans mon 5e, j'aurais eu le case hit. Qui vient changer la donne puis la façon d'ouvrir les boîtes. Ça, je suis d'accord avec toi. J'aurais fait passer le case hit avant le print on demand. Comment? Ben, en même temps, comme ça l'existait indirectement, tu sais, je veux dire, je me souviens des années 90. Mais ils mettaient beaucoup moins d'emphase sur ça. Et voilà.
ils mettaient beaucoup moins d'emphase sur ça. Ben, Alors qu'aujourd'hui, tu as les odds que tu es capable d'en avoir une par 6, 7, 8 caisses. Ils mettaient moins l'emphase là-dessus. Dans les années 90, tu avais juste ça à te rabattre. Ouais, mais c'était pas aussi collectionné que les caissettes aujourd'hui. En auto. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu le vois que c'est une belle innovation quand ils ont commencé ça en 90 parce que le monde recherche les caissettes aujourd'hui. Ils n'ont pas fait ça dans les années 60, ils n'ont pas fait ça dans les années 70. Autant que les cartes autographiées, c'est une innovation exceptionnelle parce que le monde en parle. Puis les cartes autographiées sont arrivées en 90. Fait que moi, j'aurais mis le case-set numéro 5 plus qu'un top snob. Mais sinon, le reste du top 5, je suis d'accord avec Yanakis. Puis Yanakis, puis moi, on ne chicanera pas là-dessus. Mais tu sais, ce que tu dis, Mike, à propos des case-sets, les Kaboom, les Downtown, tout ça. Mais pas autant je reviens justement, là, mais autant que je reviens sur les Donruss Limited Exposure, autant que je reviens sur les Stark West Gold, autant, tu sais, ça, c'est peut-être plus parce que c'est numéroté, mais les Limited Exposure, les Star Factor ne sont pas numérotés. C'est un case-it. Il y a un print run de 25. Je trouve que ça, c'est une innovation qui mériterait d'être dans un top 100. Mais ça, c'était 6e. Puis j'ai vraiment, vraiment hésité longtemps entre le case-it, mais on s'entend. Le print on demand fait que tu peux en faire de tous les événements humainement possibles. La preuve, ils ont vendu 133 000 cartes du pape. Là. Je comprends pourquoi c'est dans ton top 5. Je veux dire, je comprends. Je veux pas dire que je comprends pas. Je comprends l'impact que ça a eu dans la vie. Oui. Mais que ça va continuer à avoir, je pense. Oui, c'est ça. Ça, je suis 100% d'accord. 4e, je dirais l'arrivée du, on va appeler ça le chrome. Mm-hmm. Si on s'entend, les premières cartes en plastique, c'est Finest 1993 au baseball. Mm-hmm. Ça a suivi par après au basket, au football, au hockey. Mais tu sais, la bebite est née pour de vrai en 96-97 avec le Top Chrome basketball. Les gens sont virés absolument, complètement bananes. C'est encore aujourd'hui, c'est des boîtes qui se vendent des fortunes. Oui, c'est l'année recrue de Kobe Bryant, oui. Mais on s'entend, quel pourcentage des cartes, tu sais, puis je vais exclure le hockey parce que le hockey est un peu moins là-dedans, mais tu sais, quel pourcentage des cartes de football et de basket ont le fini Chrome ou le fini Prism aujourd'hui? Qui se souvient des Bowman Chrome recrues de Marc-André Fleury? Ah! Oui, ben oui. Mon cœur. Yanakis, je vais pouvoir enlever un de mes choix pour revenir sur ton point de Chrome. Ouais, c'était une de mes un de mes choix. L'invention des nouveaux cartons après le Junk Wax. T'as vu ça avec Finest, t'as vu ça avec justement, comme tu dis, Bowman, le Chrome avec Kobe. C'était le début d'une nouvelle ère Chrome. Il y a eu son lot d'apprentissage avec parce que ça a changé de couleur avec le temps. Oui. Greenish. Mais c'est une innovation extraordinaire. Exceptionnel. Fait que je te le donne là-dessus. Tu m'en as pris un, mais comme je te dis, les autres ont appris de ça pour créer un fini plus durable. Tu sais, les Bowman Chrome, Marc-André Fleury, là, 2003, 2004, 2004, 2005. Oui, 2003, 2004. Oh my God. La Gold la version. Ah, puis tu avais la version signée aussi qui était comme une Bowman. Oh my God, my God, my God. Tu sais, quand on parle de cartes qu'on ne voit pas, là. Ben, la Bowman Chrome, on peut la trouver, mais la Gold Refractor, je veux dire. Ça, là. Tu verras jamais ça. Tu sais, on parlait de la Ice Premier de Rooster sur 99 qu'on va pas passer, là, mais la Gold Refractor de Fleury, tu verras jamais ça passer non plus. Là. Jamais, jamais. Là. Fait que tout ça, je suis 100% d'accord. L'arrivée du Chrome, là, c'est. Puis ça l'a complètement révolutionné. Puis il y a encore des gens qui n'aiment pas ça, là. Moi, ça me fait toujours un peu sourire quand les gens me disent moi, je ne sais pas au Peach Platinum, les cartes sont croches. Ouais, puis, mais quand on voit ça au grading, c'est quoi le rapport? Les cartes ne sont pas brisées, c'est le fini qui fait ça. Là. Mais en même temps, c'est des boîtes qui valent plus cher. Ouais. C'est des cartes qui valent plus cher. Ça donne un autre
perspective du grading que si c'était toutes des 10, On ce jase, serait là. facile, la valeur, elle ne serait pas la même. Exact. Tu n'irais pas rechercher le rendement d'investissement. Je dis investissement parce qu'on sait que quand tu ouvres une boîte, tu ne reviens pas sur ton. Mais ce que je veux dire, c'est que si ces cartes-là avaient pas un sensitive finesse, là, que ça c'est plus difficile, tu sais, ils sont pas toutes belles. Oui, une paper, si elle sort du pack, elle est belle, une flagship, elle va être belle, tu l'envoies gradée, c'est facile, mais elle n'a pas la même valeur. Mais là, tu payes ta boîte moins cher, mais là, tu achètes du Chrome ou une autre technologie que tu payes ta boîte plus cher. Le retour d'investissement est plus shrinké, plus petit, mais tu as une meilleure chance de gem rate, mais la rareté est dans la boîte, puis le grading est plus facile. Mais ça a été fait longtemps. Ils se sont réadaptés parce qu'au début, ces cartes-là n'étaient pas belles. C'était pas la même technologie, il n'y avait pas les mêmes. Fait avec le temps, je comprends que les boîtes haut de gamme sont plus chères. Je parle pas de patch, je parle pas de deckup, je parle pas de. Je parle du Prism qui est flagship, là, normal, si on veut dire, là, dans le Chrome. Ou juste du Top Chrome. Avec le temps, c'est devenu flagship, mais avec une technologie plus sensitive, avec une meilleure façon de faire. Mais une fois que ta pool, là, tu peux la flipper puis l'envoyer à l'autre, puis même RAW, mais elle va peut-être être PSA 10 pareil, versus une flagship. Fait que ça, c'est ce qui a été cherché avec le temps. Une carte qui est plus facile à transférer RAW. On jase vite, là. Tu sais, Yanakis, tu dis que c'est le numéro 4. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Mettons, là, on jase. Puis là, j'ouvre une parenthèse qui n'est pas partout rapport avec ton top 5, là, mais au lieu que Upper Deck ait fait des Outburst Silver, Outburst Red, pourquoi pas un Upper Deck Chrome, genre Gold sur 50, puis Rouge sur 10, puis Orange sur 25? Oui, absolument. Imagine là, le hype des autres sports, des collectionneurs d'autres sports qui voient arriver le Chrome là-dedans. Oui, je suis d'accord. Sauf que je pense qu'Upper Deck y a pensé, mais ils se sont dit on a déjà un produit qui s'appelle OPH Platinum pour ça. Probablement. Mais là, tu parlerais d'une Young Gun. Là. Imagine une Young Gun Gold Refractor 50. Ça, je suis d'accord. Mais ça vient dénaturer aussi. Il y a beaucoup de collectionneurs là, que l'arrivée des Outburst Red, Outburst, tout simplement, tout ça. Là, mettons, ils collectionnaient depuis une vingtaine d'années. Là, ils n'ont pas leur Crosby comme ça. Ils n'ont pas leur Stamkos comme ça. Ils n'ont pas leur. Là, ça vient comme changer le marché. C'est une super bonne idée, Mike. Là. Mais la transition a bien été faite dans les autres sports. Tu sais, quand ils ont sorti la Top Chrome de Kobe Bryant, je veux dire, c'est complètement fou la valeur que cette carte-là a gardée. Ben oui, tu as raison. Ça fait quand même longtemps, par exemple, mais tu sais. Non, mais aussitôt, tu sais, oui. ça prend rien qu'une année pour que tu sortes, puis qu'après ça, dans le temps, ça se passe. Là, c'est le new normal, je comprends. Mais... Parce que les Outbursts, je les trouve magnifiques. Là. Pour vrai, moi, la Silver et la Red, je les trouve vraiment belles, mais d'ajouter une Young Gun dans un fini chrome, là, je me suis dit, mon Dieu, il me semble que ce serait le fun. Je suis pas en désaccord avec ça, mais comme je te dis, peut-être qu'ils ont étudié tout ça et ont dit, on va-tu venir, entre guillemets, tuer notre autre produit? Non, parce que tu es en chose limitée. 50 puis 10, that's it. Non, mais le fait que c'est dans Platinum qu'il y a les Gold, les Seismic Gold, les Orange Checker. Regarde les. Mais c'est parce qu'ils ont tellement. Moi, je sais. Mais ils ont tellement de parallèles complètement débiles. Je veux dire, j'ai embarqué dans un break avec Stack. J'étais ultra chanceux dans ce break-là. Puis, j'ai pogné une Sunset autographe. Pas un gros nom, là, mais ça reste quand même ultra rare. Oui. Puis, les Sunsets sont plus rares que les numérotés ou presque. Là, fait que, mais non, je suis vraiment content que tu aies mis ça dans ton top 5 parce que c'est une des belles innovations qui est arrivée. Ton numéro 3, mon Yanakis. Ben là, écoute, plus qu'on va avancer, plus qu'on va être dans
le B.A.B.A. là, des cartes hyper modernes, là, la numérotation des cartes. Oh oui. Je sais même pas quoi dire pour dire à quel point c'est important. Est-ce que c'est devenu trop important? C'est peut-être une question qui peut se poser. Puis on en a déjà parlé au combien de nombre de fois. Qu'au hockey, les case-it, tout ce qui n'est pas numéroté, les gens ont de la misère. Ouais, on ne sait pas comment il y en a. Ben, c'est rare. À partir du moment que c'est notre les 10 caisses, 12 caisses, ben, fait le calcul. C'est rare en étole. Là. Mais que ce soit numéroté à la main ou numéroté à la machine, c'est même pas disable l'importance que la numérotation prend en 2025. Là. Ah, mais puis 100% d'accord. Puis quand les premières numérotations ont sorti, tu sortais ça, puis tu disais, hey, il y en a juste 1000 dans le monde. 10 000, donne Rosselite 93-14. Ouais. Mais moi, les premières que j'ai sorties, il y en avait 1000. Là, mais tu te dis, aïe, il y en a juste 1000. Juste 1000. Mais question rapide. Vas-y. On dit numérotation, c'est révolutionnaire. Ouais. Mais personnellement, moi, les numérotations ne valent rien. Non, mais ça a changé la game. La spécification de la numérotation. Oui, mais ça a changé la game, Paul. Oui. Littéralement. Ça a amené une autre manière de collectionner dans le lobby dans les années 90. Où est-ce que c'était? OK, oui, dans ce sens-là. Mais tu sais, aujourd'hui, ils numérotent ça sur n'importe quoi. Ah, ouais, j'en ai une sur 799. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, je vais préférer une sur 50 que sur une 25. Disons dans Bowman. Ouais, là, il y en a trop de numérotation, trop de parallèles. Fait qu'à un moment donné, la couleur gold est plus significative pour moi qu'une orange. Fait qu'à un moment donné, là, on tombe dans un autre Pareto. Ouais, mais Paul, on parle de game changer dans le hobby. Qu'est-ce qui a changé le hobby dans les. Puis, oui, aujourd'hui, il y a trop de parallèles. Non, mais oui, je comprends, oui. C'est là que je reviens à ça. C'est que c'est le début du nouveau changement. C'est là que tu t'accroches à ce qui a été existé au début, OG. Les couleurs naturelles. Ça, c'est mon point de vue. Les couleurs OG, ça revient à ça. C'était le début de cette technologie-là de couleurs qu'ils ont inventées. Moi, sors-moi plus une 779 purple balcon, je sais pas, là. Couleur Baconator, Yanakis, non, c'est ça. Tu sais, la numéro... c'est une innovation pour créer un Pareto, créer un tiers de cartes haut de gamme. Mais à l'arrivée de ça dans les années 90, c'était oui, exact. circuit. Ben oui. Mais là, maintenant, ils se sont servis de ça, mais le monde font « Hey, elle est juste sur 799. » Ouais, mais attends une minute, là, en bas, il y a comment palier de numéros. Non, mais je parlais là-dessus vite de même. C'est juste, j'aime mieux une 50 qu'une 25, disons, dans Bowman. Ouais, aujourd'hui, la couleur OG. Aujourd'hui, je peux comprendre. Fait que moi, une numérotation, à un moment donné, aujourd'hui, de notre monde, c'est plus tant. Mais ça part de cette innovation-là que tu as raison, Yanakis. C'est là que ça l'a ouvert. Mais c'est ça. C'est révolutionnaire. Pour ajouter à ton point, Yanakis, oui, on a beaucoup de parallèles, là, mais le début des numérotations, là, ça a quand même amené le fait que le monde a commencé à faire des rainbows qui n'existaient pas avant. Avec les numérotations qui est arrivées. Fait que tu sais. Non, t'as peu, je suis pas d'accord avec toi. Là. Non, mais t'as pas l'innovation de la carte numérotée qui arrive éventuellement dans les années 90. T'as pas les rainbows qui sont disponibles aujourd'hui, là, tu sais. Ouais, mais t'as les parallèles, là. Tu sais, quand Panini faisait, pas Panini, quand Pacific faisait
9, 10, 11 parallèles, mettons en 97, 98. C'est Il y vrai. avait des rainbows qui se faisaient. Mais souvent, tu avais une numérotée dans la gang, c'était la Blue Non. qui était sur 67 ou la T'as Premier raison. League. T'as raison Mais, sur ça. tu sais, rendu là, comment je te dirais bien, j'y ai pensé aussi la carte parallèle. Là. Parce Bon, qu'on on pourrait quasiment mettre la numérotée avec la parallèle et la refractor. Je veux dire, l'arrivée de la refractor peut considérer comme une numérotée. Je pense que ça peut être tout dans le même global de ta numérotation. Je pense que le parallèle est une meilleure innovation. Ça dépend des sports. Mais disons au baseball, la parallèle est une meilleure innovation que le numérotage. Parce que tu ne sais pas le print run. Puis des fois, là, à faire tes recherches, tu te rends compte qu'une carte, il y en a juste 35 où tu ne sais pas le print run. Tandis que l'autre, tu sais que c'est sur 50. Mais je pense des fois, la parallèle flagship, des fois, en tout cas, par après, ça va être mon point. Là. Continue. Le deuxième point, puis ça m'a quasiment fait de la peine de le mettre deuxième et non premier, mais l'arrivée des mémorabilia dans les cartes. En 1995, chez Press Pass, morceau de pneus de voiture. Et je comprends qu'il y en ait de moins en moins parce que ça coûte de plus en plus cher à faire. Autant pour acquérir le matériel que pour faire les cartes. Mais quand comme disait Marc Bergevin, là, à la fin, at the end of the day, là, quand tu regardes un jersey, mettons une carte importante, mettons là, un jersey de Gardey Howe, tu regardes ça, tu dis, hey, ça a été porté par Gardey Howe. Et si on recule de là 25 ans, en 2000, quand Brian Price a mis les ciseaux dans les jambières de Georges Vézina, ça avait parlé de cartes dans les médias à l'époque. Parce que les gens disaient, ça n'a pas de bon sens. C'est au Temple de la Renommée, il faut que ce soit... Oui, mais les Temples de la Renommée ne sortent pas d'argent pour acquérir du matériel. Les Temples de la Renommée disent, envoyez-nous des choses. Oui, mais t'as pas eu, là. Si je ne me trompe pas, à l'époque, c'est-tu 150 000 ou 200 000 que Brian Price avait payé les pads de Vézina? C'était de l'argent à l'époque, là. Non, puis ça m'a tellement marqué, ça, que j'ai encore ma première carte jersey que j'ai pose, je l'ai toujours dans mes affaires. Bill Ranford avec les Oilers. Oh, nice! Un jersey bleu. Écoute, je l'ai encore. Flagship, genre? Ouais, il me semble que c'était du Upper Deck comme série 2001-2002, une affaire la même, là. Puis peut-être un petit peu avant, 98, 99 peut-être. Parce que je me souviens plus exact, là, je regarde dans ma carte, là, mais écoute, tu sortais ça, tu sais, c'était tellement méconnu. Puis, un morceau de jersey, tu vires ça, c'est marqué Game Use. T'es comme, wow! Oui, effectivement, Yanakis, c'est. Puis, Guillaume, je vais te mettre le lien si tu veux le montrer. Je m'excuse des anglicismes, mais it's where it all began. C'est là que c'est né. Ouais. C'est là que ça a commencé. Vous l'avez, le premier memorabilia ever. Il est là. 96, Press Pass, Burning Rubber, Jeff Gordon. Est-ce que c'est beau? C'est atrocement laid, mais l'importance... Même pour les années 90, c'est là. Oui, mais on s'entend après ça, la gate a été ouverte. Là. Ouais. On a vu des affaires, il n'y a rien qui n'a pas passé. Là. Oui, les gelets, les bâtons. Souvenons-nous, fin 90, quand Upper Deck mettait des morceaux de rondelles. Parle-moi de la chose la plus impersonnelle. Mais ça dépend. Upper Deck, c'est dépassé. On a eu les morceaux de rondelles, puis on a eu les morceaux de baies vitrées il y a 2 ans là, dans SP Game News. Tu sais, au moins, les baies vitrées, c'était weird. Là, mais les rondelles, c'était juste de la merde. C'est rien d'autre. Après ça, on a eu quoi? Morceaux. Pensez à quelque chose, il y en a eu. Dans le NASCAR, à un moment donné, il y avait des morceaux de Diamondback. Il y avait des morceaux de cuir de serpent à sonnette. Qu'est-ce que c'est ça? Non, tu venais de ramener le collectionneur qui collectionnait un bout de carton à un collectionneur qui collectionne un morceau d'histoire parce que absolument. Toutes les jerseys dans le temps étaient du game use. Fait que tu pouvais te dire, hey, il l'a porté dans une game. J'ai une carte qui a porté cette chandail-là dans une game. Là, à cette heure, on n'a plus, mais
dans ces années-là, c'était une révolution totale d'avoir ça. Souvenons-nous, là, les premiers mémorabilia en 2000-2001 qui étaient produits par Donruss Leaf Playoff. T'sais, au dos de la carte, tu avais une photo du morceau qui avait été coupé. T'sais, sur la carte, il y a un morceau de bâton de, je sais pas moi, George Brett. Ben, au dos, là, c'est ça le bat qu'on a coupé. C'est ça le gilet qu'on a coupé. C'est ça la calotte qu'on a coupé. Wow! Puis, tu sais, j'avais la discussion avec Charles Canuel, j'ai envoyé des sujets sur Blue Out Forum d'un collectionneur qui, cette semaine, a terminé sa série de Upper Deck Hall of Fame 2001 au baseball. Mais il a terminé sa collection, c'est les jerseys signés et les bats. Les cartes, tu sais, c'est juste des légendes. Tout est hard sign. Tu sais, on est avant la question de se dire, hey, c'est-tu hard sign, c'est-tu sticker? C'était quoi? De quoi sticker? Ça n'existe pas, là. Tu sais, les mémorabilia ont permis de produire des trésors. 100%. Trésors. Pensez juste au fait, là, il s'est déjà fait des cartes avec des morceaux de chant de jersey de Babe Ruth, de Mickey Mantle, de Bobby Orr, de légendes comme Maurice Richard, Aurel Joliette. Donruss Leaf Playoff à l'époque avait acheté un manteau porté par Jim Thorpe. Ils ont coupé ça. À la même époque, il y avait quelqu'un dans cette chez Donruss Leaf Playoff qui ne faisait qu'acquérir des pièces d'histoire pour faire des cartes de fou. Tu sais, un casque porté par Red Grange. On ne voit plus ça à cette heure-là. Mais malheureusement, puis je dis malheureusement, ça n'a plus la même importance, le même wow. Peut-être parce qu'il y en a trop eu, peut-être parce que les photoshoots, les event worn, tout ça est venu un peu, on va dire, scraper la magie. Ternir. Mais quand on regarde des mémorabilia qui ont été faits là 20-25 ans, il n'y a pas de signature, mais c'est pas grave. Là. Excusez l'expression, mais la gueule peut nous tomber à terre quand même. Là. Ben, Yanakis, c'est une couple de semaines, je pense que tu étais en vacances aux États-Unis avec ton père. Puis je t'ai FaceTimé pour le set que mon père avait. Hey! Tous des mémorabilia, mais tu sais, George Ainsworth, Aurel Joliette, Georges Vézina, Jacques Plante, tu sais, tout est là-dedans. Écoute, j'en avais des frissons à te montrer tout ce qu'il y avait. Juste à cause des mémorabilia qui sont game use. Tu sais, sur la même carte, c'est du Bobby Orr puis du Gary Cheevers, game use, les deux. Tu sais, je veux dire, t'as plus ça maintenant aujourd'hui, ou presque plus. Là. Puis là, je termine le sujet parce que cette carte-là n'est pas une carte, mais elle en est symphonique. Là. Cette carte-là. Pour les gens qui sont à l'audio, là, 2005 Donruss Greats, c'est un jersey de Babe Ruth. La forme du jersey, c'est le logo des Yankees. Parle-nous pas des Yankees, là. Le vieux logo. Si vous regardez ce carte-là, vous n'avez aucune émotion. Je m'inquiète de votre santé cardiaque. Là. Cette carte-là est d'une beauté. Ouais, c'est fou. C'est peur. Et c'était pris sa casquette, ça. Hein? Mais je pense que j'ai eu des morceaux de casquette de Babe Ruth. Il faudrait que je fouille. Non, ça, c'est vraiment... Non, mais... non. Le logo est sculpté, mais c'est le jersey. Ah oui. Non, mais dans le temps, c'était ça. Mais je sais que dans la casquette, dans le repli, souvent, il y avait des coutures ou des messages ou des affaires tout petits. Si c'est ça, mais ça serait probablement jauni. Mais ça, c'est un jersey. Ça, c'est un jersey. C'est game use authentique. Mais c'est gros de même. Ben non, mais ils l'ont coupé. Ils l'ont fait en plusieurs exemplaires. Non, mais les Yankees n'ont jamais eu de logo dans le dos, jamais de nom. Non, mais c'est c'est la forme du jersey. Sculpté dans la carte. Le jersey est en arrière. C'est pas le logo, là, le problème. Le logo, c'est sculpté dans la carte. C'est le papier qui est à l'extérieur. Mais le jersey est là. C'est pas un logo qui est sur le chandail. C'est vraiment sculpté dans la carte. Il y en a eu, j'essaie de voir. Ah, mon Dieu, c'est...
Puis ce qui est fascinant, puis je termine après ça, ce qui est fascinant de cette époque-là aussi, c'est de voir des mémorabilia archi rares qui ont coupé, mais qui ont mis sur des cartes qui sont pas si rares que ça. Puis les gens qui sont à l'audio, la carte qu'on va vous présenter, c'est ce que je parlais tantôt, morceau de chandail de Jim Thorpe, morceau de manteau porté par Jim Thorpe, numéroté sur 250. Ouais. 250. Puis là, ben, les gens qui sont là et ils disent Jim Thorpe, c'est qui? C'est le plus grand athlète de la première moitié du 20e siècle. Allez faire vos recherches. C'était un vrai athlète. À ce temps, on appelle ça un All-American. Là. C'était un vrai athlète, Jim Thorpe. Toute une histoire à part de ça. Là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était mon deuxième point. Et mon numéro 2. On s'en attend tous, je pense. Hein? Merci Upper Deck. Ouais. 1991, la Reggie Jackson Heroes autographe. Merci Upper Deck, la 1991, la Heroes de Bretol, numérotée sur 2500. Les cartes signées qui ont... Puis j'ai hésité longtemps là, que mon 2 soit premier puis que mon 1 soit 2. Mon cœur aurait mis signature 2, mais on s'entend, là, combien de fois qu'on l'entend, hey, la carte est super belle, mais elle n'est pas signée. Elle n'est pas signée. On s'entend, je pense qu'à ce temps, l'aspect le plus important dans les cartes, c'est les signatures. Puis Panini a fait un travail extraordinaire dans les dernières années pour essayer de faire croire au monde qu'il était bien mieux d'avoir une parallèle archi rare avec un nom absolument ridicule comme Disco ou Zebra ou Girafe ou Colon irritable à l'urgence de Charny que d'avoir une carte autographiée. Pourquoi? Parce que non, Panini produisait du basket, il n'avait pas le droit à la signature de LeBron, n'avait pas accès à la signature de MJ, n'avait pas accès à plusieurs signatures. Et on s'entend, ça coûte les yeux de la tête aussi. Mais, quand on a une carte signée et même sticker, une carte signée sur un collant, quand c'est bien fait. Ah, c'est beau quand c'est bien ça posé. Ça peut avoir un charme, là. Mais ça part de GOAT. Les Zebras, les Tigers, les ci pis ça. Ça a été inspiré des GOAT, les chèvres. Ouais. Mais ça, c'est quand on a un sticker que c'est le bon joueur avec la bonne carte. Là. Qui est du bon côté aussi. Moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. Vas-y, avec ton numéro 1 et ton numéro 2, Yanakis, là, puis tu parlais numéro 2, les jerseys, puis tout ça. Il y a une migration avec les années là, qui s'est faite, que c'est plus rendu du game use, il y a du event worn, blablabla. La même affaire avec les signés, que là, il y a eu l'apparition des cut signatures, des stickers auto, j'en en parlais, et nombreuses cartes signées sur le marché. Je pense que, ça c'est bien personnel, puis c'est officiel. J'aimerais bien mieux qu'on n'ait jamais vu les stickers auto, qu'on n'ait jamais vu les event worn, mais que ça ait resté ce que c'était au départ. Que quand tu as une signée, c'est rare, puis c'est hard sign, puis le gars, il a pris le temps de le faire. Puis les jerseys, que ça reste du game use, puis que même s'il est gros de même sur une carte flagship de Upper Deck, ben tu le sais qu'il a été porté, des fois, il était sale. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. On a perdu l'essence même de ce que c'était ces cartes-là. Là, on le voit, on en a parlé dernièrement. Les signatures, les gars, il s'est rendu, ils mettent juste 2 initiales. That's it. Pourquoi? Parce qu'il c'est une ligne transversale. Ils en ont 6700 à faire dans leur saison. Ouais. Puis les jerseys, ils les portent pendant qu'ils signent. Puis c'est juste, ils les ont juste portés. That's it. Faites des cartes avec ça. Je trouve ça plate un peu parce que après ça, on perd l'essence même. Puis là, on le sait plus trop. Là. Quand on pogne une carte ou quand on en achète une, c'est une game use, c'est event worn, c'est-tu ci, c'est-tu ça, c'est-tu du manufactured patch, c'est-tu. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'aurais aimé ça. Ces innovations-là sont incroyables. Tu sais, je me souviens là, quand on était kid, là, puis à un moment donné, il y a des jersey cards. Puis là, tu t'apprenais, puis là, tu grattais dessus, tu capotais. C'était comme, il a joué avec ça.
wow, là. Puis je me souviens, le feeling de ça, il était autant, sinon encore plus puissant que l'autographe. Parce que l'autographe, tu pouvais aller rencontrer le joueur puis faire signer de quoi? Faire signer une carte, une photo. Mais d'avoir un bout de son jersey qui a gagné un championnat, qui a joué une game avec. Je peux te confirmer que ces cartes-là, tu ne les mettais pas dans ta roue de bicycle. Mais encore une fois, vous avez tous donné les points sur un que j'ai. C'est à cette heure, la proximité est autrement faite avec l'athlète et le partisan. C'est différent. Donc, continuez, mais je n'élaborerai pas trop quand ça va être le temps parce que vous le dites tout, là, mais l'innovation vient avec toutes ces choses-là qu'aujourd'hui, c'est fait différemment. Dans le temps, tu allais dans un card shop, puis je vais parler d'expérience personnelle, mais il y en avait un qui s'appelait, sur le boulevard Sainte-Dorothée à Laval. Puis Martin Saint-Louis allait là pratiquement à chaque fin de semaine durant l'été. Dans le temps qu'il était des cheveux blonds, qui jouait les Flames de Calgary. Là, mais il continuait à y aller quand même quand il était devenu une vedette. À cette heure, avoir un Martin Saint-Louis, on va y aller avec un Lane Hudson ou un Cole Caulfield ou un Slavkovski, il faut absolument que tu payes pour avoir son autographe. Avant, la proximité, tu l'avais dans les cartes Game Use, dans les cartes autographes, dans les faits qui se promenaient. À cette heure qu'aujourd'hui, c'est du event, c'est du sticker. C'est quoi qui a de plus le fun que de pogner une carte qui est autographiée et te dire « Hey, il l'a tenu dans les mains, cette carte-là. » Bien sûr. Oui, ça rajoute un gros plus. On a posté sur le groupe puis sur Instagram là, cette semaine d'un athlète qui signe 58 000 stickers en même temps. Je veux dire. C'est là que l'hobby change. Puis tu as d'autres façons d'avoir cette expérience-là pour moins cher que d'ouvrir des box. Effectivement. Yannakis, merci de ton top 5. C'était. Je vous dirais, si j'aimerais bien lire les réactions des auditeurs aussi. C'est loin d'être la science incarnée que j'ai faite là. Mais j'ai hâte d'entendre vos réactions puis voir qu'est-ce que vous auriez mis avant quoi ou ça après ci. On a Guillaume Pfeiffer qui a dit dans les innovations pas si compliquées qu'il aimerait lui avoir. Il dit pour les cartes mémorabilia, un code QR ou un sans contact et ça t'envoie sur une page avec une photo du maillot ou un objet entier et des infos dessus comme si c'est worn ou non, c'est game ou non. Top, c'est le fond déjà. Ça existe déjà. Je pense qu'il voudrait l'avoir plus at large. Puis effectivement, il n'y a pas tort. Il a parlé aussi des idées de cartes custom là, plus poussées, si on veut. Donc, c'était les idées de Guillaume Pfeiffer. Mais là, tu as fait un top 5 des innovations qui ont été exceptionnelles pour le hobby. Là. On pourrait faire un top 5 des innovations qui ont été destructrices pour le hobby. Là. Upper Deck, Power Deck! Ça sera pour un prochain. Les Redemptions. Les Redemptions. Les NFT. Stop, on garde ça pour un autre. Des affaires. Ouais, ça c'est une. On part tout le temps avec le positif, tout le temps avec un conseil. Après ça, tu donnes le point de vue que tu veux donner vers quelqu'un négatif. Fait que, on va commencer avec le positif, les bonnes choses, puis après ça, on fera un épisode avec. Ouais, je confirme. Yannakis est déjà en train de l'écrire. Guillaume, passe aux commanditaires. Après ça, on va faire les sorties de la semaine, puis on va conclure l'épisode de 166. Yes, sir. Je vous fais ça dans quelques instants. Pour les commanditaires, on vous le rappelle, Stack qui offre aux membres Patreon un 15 $ de crédit break par mois, en plus d'offrir la chance de gagner l'un des 2 certificats cadeaux de 100 $ lors du tirage tous les mois. Pour participer au break, entre autres, rendez-vous au stack.ca ou sur les différents réseaux sociaux. Choose Your Grading offre quant à eux aux membres Patreon 10 $ de rabais par mois applicable sur l'envoi de 5 cartes au grading. C'est donc 2 $ de rabais par carte jusqu'à concurrence de 5 cartes. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook. Et vos rétros, quant à eux, offrent en tout temps aux auditeurs un rabais de 10% à l'aide du code promo SHOW10, en plus d'offrir aux membres Patreon lors du tirage tous les mois 3 prix. Le premier prix est une carte cadeau de 100 $, le deuxième prix, une carte cadeau de 80 $.
Et finalement, le troisième prix est une carte cadeau de 50 $ valide sur l'ensemble des produits Evo Rétro, disponible sur le site internet au evoretro.ca ainsi que sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Consignation Savage maintenant offre en tirage chaque mois à nos membres Patreon 10 certificats cadeaux de 20 $ échangeables sur l'ensemble de leurs produits et services. Rendez-vous au app.consignationsavage.ca ou retrouvez Savage Cards sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. TheCards.shop, la plateforme de vente québécoise, offre chaque mois lors de notre tirage exclusif pour les membres Patreon la chance de remporter l'un des 4 crédits de 25 $ dépensés librement sur leur plateforme pour acheter les cartes de votre choix. Et ce n'est pas tout. En tant que membre Patreon, vous profitez aussi en tout temps de remboursement de 50 cents par carte jusqu'à... vous recevez... Excusez-moi. Vous profitez aussi en tout temps d'un remboursement de 50% sur les frais de traitement, soit 50 sous par carte lors de la vente de vos cartes sur TheCards avec un S.shop jusqu'à un maximum de 50 cartes par mois. Retrouvez-les sur TheCards avec un S.shop. Et finalement, la foire aux cartes offre un Gold Mystery Pack en cadeau à faire tirer tous les mois. Mystery Pack qui pourrait contenir une paire de billets pour le Canadien notamment. Allez découvrir sur les différentes plateformes de réseaux sociaux tout autant. Et on vous le rappelle, vous avez durant le mois pour vous manifester et pour réclamer vos prix. Donc, rendu au prochain tirage, les prix sont s'ils n'ont pas été réclamés, sont maintenant désuets. Et ça va comme ça de tirage en tirage. Puis on vous le rappelle, le support ultime, c'est de devenir membre Patreon payant pour 5 $ US par mois. Vous bénéficiez de tout ce que je viens de mentionner, en plus des épisodes avant tout le monde, puis des épisodes spéciaux. Je pense, Mike, il va y avoir un épisode spécial sur le TCG qui s'en vient. Oui, je vais l'annoncer aujourd'hui. On l'annonce aujourd'hui. Francis Cormier et moi, on va faire un épisode TCG. On va enregistrer l'épisode le jeudi, le 17 juillet. On va faire un pause 2 ou 3 jours avant pour des questions. Puis ça va être un peu comme la même chose que le Vintage. Là. La première épisode va être sur le Patreon. Quand la deuxième va sortir, ben, le TCG va sortir à tous. Puis Yanakis et moi, ben, on se parlait déjà il y a quelques semaines de l'épisode numéro 2 du Vintage qui devrait probablement se recorder dans les 2-3 prochaines semaines. On travaille fort. Exact. Donc, j'ai un petit projet aussi hors mer avec un sujet. Tu voulais pas faire un épisode, Paul, spécial pour parler de chaque carte de la série Topps New Kids on the Block? Je pense qu'on avait parlé de ça. Ouais, ça dure 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Step by step. Yanakis, merci Guillaume pour ce résumé. Plaisir. Yanakis, sortie de la semaine, mon ami. Et que c'est mort de chez mort. Jusqu'à temps que la vague SP authentique arrive le 30 juillet. Ouais. Espérons. Si ça arrive. Ouais. Mais la date du 30 juillet, à date, ça tient. Là. C'est courriel directement d'Upper Deck, je vous le dis. 30 juillet, ça tient. Ça peut être retardé, oui. Mais à date, là, on serait là. Anyway. Cette semaine, là, pas grand-chose qui va être sur les tablettes parce qu'il y a beaucoup de tops. 2025 tops UFC Chrome, les Blasters, les Mega. On a tops Chrome Bundesliga Soccer. Pourquoi ils font encore ça? Je ne sais pas. Panini Mosaic Basketball 2024-2025 qui sort cette semaine. Et produit que j'ai vraiment hâte de voir, puis ça se peut que je me laisse tenter, puis vous avez le droit de rire. Là. La compagnie Keepsake qui fait des produits vraiment bizarres. Ils ont sorti un produit sur Rambo il y a 2 semaines. C'est eux autres qui avaient fait un produit sur Bruce Lee l'an passé. Un Leafs bas de gamme? Non, un Leaf encore plus bizarre. Mais là, cette semaine, Keepsake sort Pieces of the Past Pirates Edition. Alors, comment? Une série sur Pirates Edition. Oh my god. Tu vois des morceaux Paul de chandail. Paul Skeens avec Levy Dunn. C'est sûr qu'ils ont pensé, mais non. Barbaros et Name It, ils vont tous être là.
Fait que c'est l'été et ça paraît, c'est assez muerté dans les sorties. Si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, on aura Credentials 24-25 au hockey. Wow. Ça existe encore, ça? C'est pas de ma faute. Mhm. mais on s'attend Credentials, c'est probablement le produit que les cartes sont le plus belles, le plus beau. Les cartiers sont écœurants de Credentials. Mais qui ouvre de ça? Ben, tu sais, on en parlait tantôt. On en parlait tantôt. Tous les produits en fin de ligne, c'est les cartes les mieux produites. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Tous les produits dans tous les sports, là, arrêtez de sauter ces premiers produits en début d'année. Plus que l'année avance, oui, tout le monde est tanné. Oui, tout le monde est tanné de la sortie de cette année-là, mais c'est les cartes les mieux produites. Eh oui. Alors, puis c'est les cartes où tu fais des breaks à des meilleurs prix, puis des achats à des meilleurs prix. On jase, là. SP Authentique, un 30 juillet. Êtes-vous C'est un dans classique. la hype de ça? Êtes-vous dans la hype de ça? C'est un classique. Ça reste SP Authentique. Mais Ouais, tous les sous-produits, plein milieu d'été. Tous les subsets, c'est le temps d'acheter des belles cartes. Mais SP Authentique, oui. C'était-tu commun de sortir ça en plein été, SP Authentique? Non, hein? Avant la pandémie, non. On ne reparlera pas de SP Authentique. On se souvient, la dernière fois, quand ça a sorti, puis ça a fait un aria. Ouais, c'est ça. Mais ça peut pas être pire que l'an passé. Mais, tu sais, puis rendu là, messieurs, ça pourrait être un débat qu'on pourrait avoir peut-être la semaine prochaine. Tu sais, pour ou contre la pause dans le hobby? Ah, pour. Pour. Tu sais, moi, je me souviens d'une époque là, où on avait un 2-3 mois l'été, là, il y avait fuck all. Ouais. Il y avait fuck all de chez fuck all. Il y a déjà eu cette pause-là au baseball aussi, qui était moins longue. On a eu cette pause-là dans les autres sports. Mais là, mais on s'entend, c'est à la mode, là. Tu sais, chaque organisation sportive s'est dit, bon, comment qu'on fait pour que les gens parlent de nous autres? Non, mais la saison finie, 3 semaines après, 2 semaines, 3 semaines après le draft, après ça, les agents libres, le pré-camp, le ci, le ça, on parle. Question pour toi sur ta sub-question. Par sport ou en général? Par sport. Disons là, un sport pourrait prendre un break. Tu sais, genre, mais ça, pas de sortie de baseball en décembre, janvier, mettons. Ça, je suis fucking d'accord avec toi. Excuse-moi le langage. Là. Mais tu vas toujours avoir quelqu'un dans le hobby qui s'intéresse à plusieurs domaines. Ça lui ferait du bien de une petite pause dans le basket, m'intéresser au foot, prendre pause à m'amener dans le foot, m'intéresser au tennis. Dans chacun des sous-sujets, sub-subjects, oui, c'est bon. Mais le hobby n'arrêtera jamais. Okay. Tu ne peux pas faire genre tu peux pas faire les vacances de la construction du hobby. Mais oui, certains sports, certaines compagnies devraient prendre un break. Mais là, on sait au hockey, c'est parce que là, c'est en général, on parle du hockey, souvent, ils ont rattrapé. On parle de SP Authentique qui ressort en plein mois d'août, juillet. La dernière fois, c'était quoi? C'était en septembre-octobre? Décembre, novembre? SP Authentique? Non. Octobre, novembre. Fait que ça, c'est correct. Ouais. Vous, en général, c'est le hockey, je comprends qu'ils ont Upper Deck veut rattraper le temps perdu. Mm-hmm. Mais oui, les autres sports pourraient prendre un petit break. Disons, Panini pourrait tomber dans le WNBA puis lâcher un peu à NBA. Non, mais tu sais, tomber après ça dans d'autres événements. Oui, je comprends le break d'un sport en particulier. Je suis 100% d'accord avec toi. Pour quelqu'un qui aime toutes les diversités de sports. Moi, c'est moi. Moi, je suis pareil. Là. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'à un moment donné, tu arrêtes de sortir des produits dans des temps inutiles. Concentre-toi sur un produit qui est mais c'est un calendrier, tu sais, puis eux autres, quand ils impriment puis qu'ils donnent des contrats
d'imprimerie puis des Ok, mais là- contrats de signature. C'était On pour un parlera pas futur sur un débat. autre. C'est pour un autre débat, mon Paul. On est trop rendu loin, là. C'est pour un autre débat. OK. Excusez-moi. Non, mais regarde, mettons, on fera ça. Un épisode, t'es pas là, on reprend ça. Puis là, on fait un coupé. Tu sais, on prend ça, puis là, on swing ça dans l'épisode. Ça veut dire genre, les prochaines semaines, ça prendre une autre semaine de vacances, puis Non, on mais va ça, couper non, mais ton... ça m'est venu dans la tête. Je me dis, hey, ça pourrait être un bon sujet, là, un bon sujet. Non, mais Garde tes idées t'as prochaine pris des fois. notes, il y en a deux, il y a deux, trois affaires qu'il faut revenir. Mhm. On reviendra pendant l'été, parce que l'été, c'est soft. Absolument. Mais 100% d'accord, ça va être un bon sujet de débat, même si Paul avait déjà commencé son idée. Avant de terminer, les gars, on a maintenant un TikTok et un Instagram qui roule très bien. On a quelqu'un qui s'occupe de ça. Je vais attendre avant de le nommer. Je vais voir s'il veut être nommé en nom, mais il fait une super job. Donc, vérifiez notre Linktree. On a toutes nos coordonnées sur le Linktree. Tout est là, le Spotify, le Patreon, le groupe Facebook, le TikTok, le Instagram. Tout est up-to-date, tout est à jour. On a un post sur le groupe présentement avec un concours avec des cartes à donner. Si vous vous abonnez seulement à notre TikTok et notre Instagram, on va faire un tirage vendredi. Donc, Là, il y a déjà deux belles cartes. Logan Cooley PSA10. Slavkovski PSA9. Slavkovski PSA9. Puis s'il y a un autre 25 personnes qui s'ajoutent, un autre prix va s'ajouter. Donc, ça fait des beaux prix. On est rendu quand même beaucoup de monde qui se sont abonnés à nos pages. Regardez nos différents réseaux sociaux. On apprécie la communauté. On a des belles discussions ces temps-ci dans le groupe Facebook. C'est vraiment le fun à voir. On a zéro drama. On a annoncé la venue de 2 nouveaux admins. Et si je me souviens pas, il y a un commentaire de Patrick Boivin qui avait dit que c'était une job de fonctionnaire être admin de show de cartes parce qu'il y avait tellement rien de marde qui se passait. Donc, c'est vraiment, on a une belle communauté. On apprécie ce que vous faites. Parce qu'il y a une belle job qui est faite aussi. Aussi, ça aussi. exact. Donc, merci. Merci aux commanditaires à aussi. En passant, merci à tout le monde qui embarque dans le Patreon et qui embarque dans whatever. Sur ça, messieurs, on se dit-tu à l'épisode 167 la semaine prochaine? Bien sûr. Non. Ouais, absolument, Tess. Sur ça, Bonne semaine, tout le monde. on vous laisse sur le beau collier de Yanakis. D'après moi, à soir, il va le manger. Non, mais on va commencer par les oranges en bas. Puis, je vais essayer d'en avoir un différent la semaine prochaine. Pour ceux à l'audio. Mais pour le reste, bon repos tout le monde. Passez un bel été pour la semaine. Il annonce beau, il annonce chaud, il annonce hot, il annonce plein de belles nouvelles dans le hobby puis dans le sport en principal. Wimbledon, ça va être la finale. Ouvrez des packs. Ouvrez des packs. Ciao tout le monde. Bye tout le monde. Bonnes vacances. On vous aime. Salut tout le monde. Ciao.